Bon, salut Mika, bienvenue dans le podcast. Salut Francisco, bah merci à toi. Merci pour Ouais, l'invitation. je suis content que tu sois là. J'ai vu que t'as pas. Enfin, j'ai écouté une de tes interviews, mais j'ai le sentiment que pour l'instant, c'est pas facile de t'avoir en interview, j'imagine. Du coup, je suis d'autant plus content que tu sois là. Et du coup, allez, je vais essayer de faire un petit exercice. Je vais te présenter comme ça, rapido, et puis tu me diras ce qu'il en est. Du coup, je vois que t'es entrepreneur, investisseur et auteur aussi. Et sur Instagram, tu mets spirituel mais capitaliste, cofondeur de Miritech. Donc, tu nous diras un petit peu plus ce que c'est. Et tu es aussi podcasteur. Tu as ton podcast qui s'appelle Cash. Et tu as ta chaîne évidemment YouTube où tu parles de loi de l'attraction, mindset et d'argent. Ah, toujours le cash. Donc voilà, c'est la petite intro. Est-ce que c'est déjà pas mal ou qu'est-ce que t'en dis? Et non, effectivement, c'est pas mal. Je pense que Oui. t'as bien résumé Et puis, qui bah, j'étais. j'oubliais en fait, t'as quand même 3 enfants et ça c'est important parce que moi j'ai une petite fille, et tu vis dans la région, est-ce que tu vis à Metz ou dans la Ouais, région de Metz? pas très loin dans la région de Metz, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, voilà, tu toujours resté là. OK. Bon, bah, voilà, je pense qu'on a fait déjà un petit parcours, mais moi j'aimerais bien faire un gros retour, en arrière. J'aimerais bien parce que j'ai écouté ton interview tout à l'heure. Et tu me dis que tu as des origines italiennes, donc tes grands-parents émigrés en France dans les années 50-60, c'est ça? Ouais, tout à fait, Et ouais. du coup, je me demandais, bah, toi, tu as grandi du coup, en France, c'est ça? Ou C'est ça, ouais. toute ta vie? OK. Moi, j'ai grandi en France, Ouais. effectivement, Et mais avec du cette coup, tu culture parles italienne. italien ou Alors c'est plus du patois ton calabré. Moi, à la base, toute ma famille est originaire du sud de la Calabre, en fait. OK. Voilà, donc c'est vraiment la botte tout en bas de l'Italie. Et donc moi, j'ai grandi avec cette culture-là, d'éducation et tu vois, même les musiques italiennes, la tarentelle et autres, enfin, Adriano Celentano, enfin bref, c'était très important. Enfin, j'ai grandi dans cet environnement-là de italien, par mes parents, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Donc la famille, c'était très important pour nous. Toi, tu as une grande famille ou avec Ouais, plein de j'ai une frères, très très sœurs, enfin cousins? j'ai alors j'ai une très très grande famille, si tu veux. J'ai une sœur, une petite sœur. Par contre, j'ai énormément de cousins, cousins-cousines, puisque mes parents immigrés d'Italien. Ma mère est née en Italie et donc ils étaient 7 frères et sœurs. Mon père, pareil. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup de cousins. Donc, dans les Hallois, on est vraiment une très, très grande famille. Ouais. Et du coup, tu es en contact avec eux, tu retournes de temps en temps en Italie ou comment ça se passe? Alors, non, très, 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 très rarement. Aujourd'hui, il n'y a plus personne puisque le sud de la Calabre, c'est vraiment quelque chose, une région très, très pauvre. Ouais. Et aujourd'hui, toutes les personnes, tous les cousins de la famille, les oncles qui vivaient, donc d'ailleurs les oncles sont tous décédés, mais les cousins qui restaient sont tous remontés dans le nord de l'Italie pour le travail. D'accord. Voilà, donc, mais je suis resté proche avec mes cousins, certains de mes cousins, germains du premier degré. D'ailleurs, un de mes cousins travaille aujourd'hui aussi au sein de ma boîte, au sein de Meritech, au sein de mon groupe. Ouais. D'accord. OK, OK. Donc, OK. on essaie de garder et puis on essaie de, voilà, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on essaie Bah oui. de se soutenir aussi mutuellement. J'ai un cousin qui est dans la musique aussi, donc voilà, de temps en temps, le petit like, le petit Oui, commentaire sur un post, c'est quand même c'est c'est vrai. important de se soutenir. C'est vrai, c'est vrai. Ça fait toujours plaisir, d'avoir un peu de soutien, dans nos projets, quoi. Et de pouvoir se suivre, c'est quand même assez cool. Et du coup, je me souviens que tu disais, bah, par rapport à ton histoire perso, donc tu viens d'un petit village, C'est ça, ouais. tu as fait, peu d'études et comment tu en arrives, justement, à monter une entreprise, déjà qui a aujourd'hui une belle, une taille, considérable avec 90 collaborateurs. L'année dernière, vous avez fait 13 millions de chiffre d'affaires. Comment on passe de
Bon là, c'est un énorme gap, mais tu vois. Enfin, ouais, comment t'arrives à faire ça? Parce que est-ce que ça s'est fait un peu par hasard? Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que c'était avec un mentor? Enfin, Il y a qu'est-ce eu qui s'est beaucoup, passé, tu vois? ouais, il y a eu beaucoup d'événements. Donc, comme tu le disais, pour revenir sur mes études, oui, j'ai pas fait des grandes études. J'ai qu'un bac+2. J'ai suivi le parcours classique. J'ai un BTS. Rien de particulier. J'ai grandi mon petit village de 350 habitants. J'ai eu une enfance plutôt. Ouais, tu vois, je suis pas l'entrepreneur qui a eu des parents alcooliques, qui était SDF, qui a tout quitté, etc. Enfin, le storytelling que tu peux voir partout sur Internet. Non, moi j'ai eu une enfance heureuse, chaleureuse. J'ai jamais manqué de rien, même si on vivait pas dans le luxe. Mais j'ai jamais manqué de rien. Par contre, on avait ces problématiques chez moi, c'est on parlait jamais argent. D'ailleurs, dans ma famille, que ça soit mes parents ou même, je te disais, toute ma famille italienne, etc., c'était tabou l'argent. C'est des sujets qu'on n'évoquait jamais en famille. Donc j'ai grandi dans cet environnement-là. Et donc j'ai été salarié pendant très longtemps, hein, pendant 12 ans. Euh, alors sur le côté, répondre à la question, le côté business, parce qu'il y a eu deux choses, moi, dans mon évolution. Il y a eu de salarié vers l'entrepreneur, comment j'ai fait ça. Et puis après, il y a mon mindset aussi qui a évolué au fur et à mesure des années, notamment depuis 5 ans. Et tu parlais de mentor et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais euh, en fait, moi, j'ai pas eu le choix finalement. L'entrepreneuriat, ça a été, un choix, ça a été naturel en fait. Moi, je me suis fait licencier. Je travaillais avec mes associés d'aujourd'hui. On était tous les quatre dans le même groupe. On travaillait pour un gros groupe industriel et on s'est fait licencier économiquement. Ok. Étant donné qu'on avait énormément d'autonomie dans ce groupe, parce qu'on avait des postes de cadre quand même, mais salariés, pas dirigeants, on avait appris sur le terrain. Moi, j'ai démarré, j'avais 21 ans. Et donc, on a gravi les échelons tous les quatre au fur et à mesure du temps. Et en fait, on s'est retrouvé en 2016 licencié économique. Et plutôt que de partir chacun vivre sa vie, on s'est dit, Mhm. pourquoi pas faire ce qu'on savait faire depuis 10 ans, mais le faire Ouais, pour nous. ouais. Voilà. Mais du coup, là, tu te dis pas, putain, c'est quand même super risqué vu que vous perdiez votre emploi pour des raisons économiques. Donc probablement, ça voulait dire que le marché était pas. Alors soit c'était l'entreprise qui était pas bonne, mais soit c'était vraiment le marché. Du coup, tu te dis pas, attends, on va se lancer au pire des moments. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est des questions forcément. On est en 2016, on se lance, on n'a pas d'argent. euh, on met un peu d'argent de côté qu'on va mettre, et puis on va aller essayer de se lancer. Donc oui, il y avait un risque, mais le fait qu'on soit quatre, tu vois, ça permet de te soutenir en fait et de se dire on y va. À aucun moment on s'est dit et si ça marche pas ou ça va foirer, tu vois. Nous on avait notre truc. Vous étiez tous vraiment au même niveau de motivation parce que souvent, bah, moi par exemple, pour avoir essayé une fois de monter, enfin même aujourd'hui, tu vois, avec les gens avec qui je travaille et par le passé, j'ai toujours senti un décalage, tu vois. Et t'as toujours, enfin, en tout cas pour moi, j'avais toujours d'avoir le sentiment d'être le gars qui poussait, qui voulait, qui se donnait plus, tu vois, qui voulait apprendre davantage, investir, et puis d'autres qui étaient un peu moins engagés, tu vois. Est-ce que vous, justement, vous êtes passé par des phases de conflit par rapport à ça ou ça s'est toujours bien passé, quoi? Non, ça s'est toujours bien passé tous les quatre. Euh, Là où ça s'est mal passé, enfin, si je peux faire un aparté, mais j'aime pas trop, enfin, souvent en parler, mais on était cinq à la base quand on a démarré. Ok. Et avec le cinquième associé, ça s'est pas bien passé en 2020. Et c'est justement c'est ce que tu disais. Lui, il travaillait plus. Il y a eu le Covid. Lui, bossait plus. Nous, on bossait. Et il a voulu aussi prendre le dessus sur nous et on s'est séparés. Voilà, donc c'était soit on le remerciait ou soit il partait. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a fait un choix de partir. Il a monté maintenant sa petite entité, sa petite boîte. Mais disons, les quatre qui restons aujourd'hui,
on est, même si j'ai un associé qui est un peu plus âgé, mes associés, moi j'ai 42 ans, j'ai un associé qui a 45 ans, un qui a 43 et le dernier qui a 60 ans. Donc lui, il est proche de la fin et on est en train de préparer la suite maintenant. Non, on avait cette règle en fait à partir du moment où on voulait amener le groupe à un certain niveau. À partir du moment où chacun fait les efforts, chacun dans son domaine, on a monté ça comme un cabinet d'avocats. On est spécialisé chacun dans un domaine. Eh bien, le boulot en soi, ça n'a jamais été conflictuel entre nous en disant il y en a un qui bosse plus que les autres. Maintenant, la vision de où on veut amener la boîte, de ce qu'on peut faire, et pas forcément, ça c'est parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions. Euh, Tu vois, moi je suis très présent sur les réseaux sociaux. Eux, c'est absolument pas leur truc et tu les verras jamais sur les réseaux. Alors que moi, j'ai compris qu'Internet, c'était les entrepreneurs de demain, tu vois, et qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Aujourd'hui, je vois que tu le fais plutôt à titre perso, mais est-ce que tu penses qu'il y aurait un intérêt à le faire aussi pour votre entreprise là? Ouais, bien sûr, il y a un intérêt à le faire et j'ai pris d'ailleurs un renfort. J'ai embauché quelqu'un pour m'aider justement sur cette partie-là, mais on a pour ambition maintenant, effectivement, d'aller un peu plus loin avec ma boîte, voilà, de mettre les moyens pour montrer un petit peu ce que c'est, la maintenance industrielle, parce que moi, c'est mon domaine et personne n'est attiré par ces métiers-là, surtout pas les jeunes. Donc, c'est simplement Vous avez montrer, du en mal fait. à recruter là? Oui, le recrutement, c'est très compliqué. Malheureusement, avec l'ère des réseaux sociaux, c'est vraiment pas des métiers qui attirent. Aujourd'hui, on est vraiment sur tout ce qui est digital et c'est là où je pense que les jeunes souhaitent aller. Donc, moi, on reste sur des métiers manuels où tu peux vraiment gagner très très bien ta vie, mais qui sont pas forcément assez valorisés, que ce soit dans les écoles ou sur les réseaux. Donc l'idée demain, c'est de pouvoir montrer un petit peu ce qu'on fait au sein de mon groupe, au sein de Meritech, par un compte TikTok, Instagram, etc. Donc j'ai pris un renfort qui arrivera pour nous aider sur cette partie-là. Et comme tu l'as dit, effectivement, à titre perso, tu vois, ma chaîne YouTube, tout ce que j'ai pu faire ces dernières années, je le fais à titre perso parce que je fais partie de cette catégorie d'entrepreneurs qui pensent que euh, l'avenir de demain, l'entrepreneuriat de demain, il est sur Internet. Et je suis pas un YouTuber, moi je suis simplement un entrepreneur qui est sur YouTube. Mais je discutais avec un jeune il n'y a pas très longtemps parce que j'ai fait une petite interview il n'y a pas très longtemps et il me disait en fait c'était ça il avait du mal, il est dans le marketing digital, il avait du mal à convaincre les entrepreneurs euh, entre 40 et 50 ans, que c'était important d'aller sur les réseaux sociaux et surtout de dépenser de l'argent, d'investir en fait plutôt sur sa personal branding, sur son image et sur les réseaux sociaux. Et il y a très peu, malheureusement, il y a très peu d'entrepreneurs aujourd'hui qui le font. Alors de plus en plus, les jeunes l'ont compris, ils utilisent cet outil, ils l'ont bien compris. Mais les anciens comme moi, alors moi je l'utilise parce que j'ai compris vraiment la puissance. Mais il y a énormément d'entrepreneurs. D'ailleurs, moi, je connais des tas d'entrepreneurs qui sont très très haut niveau, millionnaires et autres. Tu les vois pas tu les vois. Mhm. Après, ouais, je comprends. Ça peut être aussi un peu culturel. Bon, quoi qu'on n'ait pas. Moi, je suis suisse et en Suisse, t'as vraiment la culture du secret, quoi. C'est, tu sais, le secret bancaire à l'époque. Mais d'ailleurs, bah, j'avais un client récemment qui m'a envoyé un message vraiment menaçant. En gros, je lui ai envoyé un fichier d'un autre client par erreur. Il me dit attention, si tu fais la même chose avec moi, il est en Suisse. Si tu fais la même chose avec moi, je sais plus ce qu'il avait dit, mais c'est en gros procès, machin, on ne bosse plus ensemble. Enfin, attends, c'est bon quoi. C'est- il y avait rien de très. Ouais, Mais confidentiel, de ouais, secret ou autre. ouais, il y a vraiment cette culture, vivons heureux, vivons cachés. Et La du coup, culture ouais, peut-être française. ça peut être peut-être une des raisons qui fait ça. Ouais. Mais d'un côté, c'est une opportunité pour tous les autres qui, eux, bah, le saisissent, quoi. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, quand tu viens, en fait, je pense qu'il y a deux mondes. Dans le business, il y a le monde de l'infoprenariat, il y a le monde de l'entrepreneuriat. C'est deux mondes différents. Dans le monde dans lequel je suis, du business B2B, en fait, les entrepreneurs ont du mal à capter, en fait, qu'est-ce que d'être présent,
sur les Mhm. réseaux sociaux, en quoi ma présence sur les réseaux sociaux, ça va aider dans mon business, en fait. Tu vois, surtout dans mon, tu vois, c'est ça en fait. Et donc, les entrepreneurs B2B, pragmatiques, dépenser 20, 30 000, 50 000 euros par an en marketing digital, avoir des personnes qui te suivent, etc., qui racontent ton histoire et tout, c'est 50 000 euros de résultats en moins pour leur boîte et ils y voient pas en fait l'intérêt. Tu vois, c'est ça le. Il faut réussir à mesurer l'intérêt Tout à de fait, ça. Et c'est tout très à fait. compliqué Ouais, ouais, je pense pour que les entrepreneurs du B2B, ouais. générationnels aussi, hein, qui ont entre 40 et 50 ans, d'aller mesurer voilà, en quoi ma présence sur Internet va aider mon business à décoller. Parce que Ok. tu vois, c'est le message qui est véhiculé sur les réseaux, sur Internet, c'est développe ton personal branding. On voit toutes ces agences de personal brand et autres qui te proposent leur aide et puis qui te font, qui vont t'expliquer que grâce à leur développement, à leur aide, bah, tu vas pouvoir avoir plus de clients, etc., etc. Exactement. Mais dans des business comme le mien, pas sexy, la maintenance industrielle, c'est pas parce que je suis sur Internet, je suis sur YouTube que je vais attirer plus de clients. Moi, c'est dans mon business, en fait, ça m'apporte. Alors, je vais pas dire pas grand-chose parce que ça ouvre des portes. Internet, ça ouvre énormément de portes, des opportunités que j'ai eues grâce à Internet que j'aurais pas pu avoir si j'étais pas présent sur Internet. Et c'est ça aujourd'hui, moi, c'est ça à travers que ce soit mon podcast sur YouTube, ça a été de rencontrer des gens du web et créer ces opportunités-là, ce réseau-là. Et C'est le réseau, ouais. l'infoprenariat, Ouais, je c'est un vois. réseau dans le réseau, tu vois. Le monde de Internet, c'est ça, YouTube, Instagram, c'est un réseau dans le réseau. Mhm. Ouais, carrément, carrément. Mais je voulais revenir un petit peu en arrière parce que il y a quand même, justement, tu as fait sûrement beaucoup, beaucoup de chemin pour t'exposer comme ça sur Internet. Ouais, c'est pas forcément évident. Mais toi, t'étais comment quand t'étais petit? T'étais déjà exubérant, déjà un peu le bout en train, ou t'étais plutôt timide, fond de la classe? Comment Alors, c'était? moi, encore une fois, je vais être à contre-courant de ce qui se dit sur Internet. Moi, j'étais très à l'aise déjà. Ok. J'ai toujours été très à l'aise pour prendre la parole en public. Moi, dans la classe, j'étais pas au fond de la classe. Tu vois, j'avais même des profs qui me disaient un jour, voilà, vous animerez votre propre one-man show parce que vous, voilà, j'étais déjà, tu vois, à 20 ans, j'étais déjà président d'une association que j'avais montée Hmm. au sein des étudiants, dans lesquels on a fait plein de choses. Et l'école, le BTS de l'époque existait depuis déjà une dizaine d'années. Et donc j'avais vraiment, tu vois, j'ai toujours été moteur, j'ai toujours eu beaucoup d'ambition dans la vie depuis tout jeune et j'ai toujours été très à l'aise, pas timide. Alors peut-être réservé, peut-être que quand j'étais jeune, 10 ans, 11 ans, tu vois, je m'en souviens pas. Mais dès mon plus jeune âge, 17, 18 ans, j'étais le leader déjà, tu vois, j'étais pas le suiveur. Ok. Ok, intéressant ça. Ouais, c'est chouette. Ok, du coup, ouais, donc là tu finis tes études, là tu bosses 12 ans dans une boîte, vous perdez vos emplois avec vos associés, vous montez la vôtre. Euh, du coup, est-ce que, ouais, c'est quoi un peu les difficultés? Parce que là, est-ce que eux, ils avaient déjà de l'expérience? J'imagine que non, puisqu'ils étaient salariés. Donc vous avez aucune expérience entrepreneuriale. Aucune, zéro expérience entrepreneuriale. Comment, c'est quoi un peu les difficultés que vous avez rencontrées au début? Les plus grosses difficultés, je dirais, ça a été l'argent. Ça a été l'argent, ça a été établir le business plan. On est quand même à l'époque en 2016. C'est Ouais. valable encore aujourd'hui, même si on veut vous faire croire le contraire. Mais aujourd'hui, quand tu montes des boîtes, les banques, tu en as besoin. Et les banques, aujourd'hui, elles te demandent des business plans sur 3 ans, sur 5 ans. Ton chiffre d'affaires, les bénéfices que tu vas faire, les embauches que tu prévois de faire, etc. Si tu veux avoir des financements, c'est obligatoire. Et donc, pour financer un petit peu ton besoin en fonds de roulement et autres, donc c'est obligatoire. Et donc, nous, on s'est retrouvés entre ce qu'on avait fait dans le business plan et les promesses des banques, avec des montants qui étaient différents par rapport aux besoins qu'on avait pour démarrer. Parce que nous, le premier mois, il a fallu être très vite. On a embauché 30 personnes dès le premier mois. Ah ouais? Voilà, on est monté très très vite, hein. En un Waouh! mois, 30 personnes. Donc, ça demandait Mais d'avoir attends, des, mais des- des comment tu fais trésoreries pour assez trouver conséquentes pour 30 démarrer. personnes?
Parce qu'il faut quand même les trouver, il faut faire passer les entretiens, enfin, etc. Enfin, en un mois, 30 personnes de zéro. C'est ça, effectivement. Comme je te l'ai dit, on s'est retrouvé licenciés. Du coup, on a eu une petite équipe de 30 personnes qui ont eu envie de rejoindre notre aventure, l'aventure Meritech. Des gens, c'était des collaborateurs, des salariés aujourd'hui, mais c'était des collègues de travail à l'époque avec lesquels on travaillait depuis longtemps. Et donc, ils ont décidé de nous accompagner dans cette aventure. D'accord. Ah, mais du coup, ton ancienne entreprise, elle a complètement Elle est en fermé ou... faillite. Oui, oui, mon entreprise, c'était Ah, ok, ok. liquidation, Elle là. a fait Donc, elle a faillite. fait faillite, hein. Ma société dans laquelle je travaillais, la société dans laquelle je travaillais a fait faillite. D'accord, d'accord. Là, tout le monde a perdu son job, hein. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, on a été licenciement économique. Ça a été Ok. vraiment des mois compliqués avant le licenciement. Ça a été très Ouais. compliqué. Ouais, donc là, il y a le licenciement. Vous quatre, vous dites, enfin cinq, vous dites, bah, faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça, Et puis, vous arrivez à convaincre 30 de vos anciens collègues de vous rejoindre tout de suite le premier mois. c'est ça. Mais du coup, est-ce que vous avez fait exactement la même chose, enfin, j'imagine, ou est-ce que vous avez proposé d'autres services, enfin, C'est venu plus tard, mais on a démarré, on faisait la même chose. et du coup, bah, est-ce que vous avez identifié un peu les erreurs qu'avait fait cette entreprise pour justement les éviter, pas que la même chose vous arrive, j'imagine que vous Bien avez sûr, ça a potassé là-dessus. c'est notre leitmotiv encore aujourd'hui, toutes ces erreurs. J'ai d'ailleurs fait un post il y a pas très longtemps sur ça, mais toutes les erreurs qu'on a pu voir, notamment de failles de gestion. Nous, c'était le cas, c'était une faille de gestion de notre PDG de l'époque. Concrètement, c'était quoi la faille du coup? Allez, non, mais allez, on confondait un peu trésorerie personnelle et trésorerie Ok. de son groupe. Enfin bref, il a un peu tout mélangé. Mais surtout, voilà, c'était ça. On essaye aujourd'hui de ne pas reproduire les erreurs. De management, c'était un PDG qui a 74 ans aujourd'hui, management à l'ancienne, assez virulent, il t'écrasait. Si tu faisais pas ton chiffre d'affaires, si la rentabilité n'était pas là, tu étais à moins que rien. Donc on a vécu, et c'est pour ça qu'il fallait, je te disais que j'avais du caractère, et qu'il fallait vraiment avoir du caractère pour pouvoir le supporter et travailler longtemps, parce qu'il il y a d'autres personnes, elles n'auraient pas supporté, et puis elles auraient fait autre chose, tu vois, mais nous, on a toujours vécu ça, donc c'est aussi ce qui nous a forgé notre caractère. Je dis toujours, c'est aussi grâce à ça qu'on est devenu entrepreneur aussi, parce qu'on avait eu toute cette autonomie-là, parce qu'on avait des épaules solides, des reins solides, et on a pu être entrepreneur. Je te le disais, les 30 collaborateurs qui nous ont suivis, ils n'étaient pas entrepreneurs, ils pourront pas le devenir un jour parce qu'ils sont pas câblés pour ça. Ils n'ont pas Mhm. envie, et tout le monde n'est pas câblé pour être entrepreneur. Et ça, c'est pareil, si on peut revenir dessus, mais aujourd'hui, on veut te faire croire que tout le monde peut être entrepreneur, que tout le monde peut ouvrir sa boîte, que tout le monde peut faire 10 000 € par mois. Mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des gens qui ne pourront jamais être entrepreneurs parce qu'ils ne sont pas câblés pour ça. C'est dur d'être entrepreneur en termes de mindset, en termes de résilience, en termes et de charge mentale. Donc, les gens, ils étaient pas faits pour ça. Donc nous, voilà, comme on avait du caractère, on a su rebondir. Et aujourd'hui, on essaye de plus reproduire ces mêmes erreurs, de plus avoir ce management-là. Tu vois, aujourd'hui, on a un groupe vraiment plus en mode familial. Quand je dis familial, il y a très peu de turnover au sein du groupe. Il y a des Ok. gens qui bossent depuis 25 ans. Et donc, on essaie forcément de ne pas reproduire, de ne pas faire les mêmes erreurs, de ne pas confondre trésorerie de sa boîte et trésorerie personnelle. C'est important de différencier les deux. C'est comme ça qu'on dure sur le long terme. On va fêter nos 10 ans l'année prochaine. C'est aussi parce qu'on s'est fixé des limites, des trucs tout simples. Mais par exemple, je ne vais pas manger avec ma femme le soir, un samedi soir au resto sur le compte de ma boîte. Tu vois? Mhm. C'est des exemples tout bêtes, mais parce que tu le vois dans beaucoup d'entreprises où le soir, eh ben, il va au resto avec sa femme, ses enfants, il va faire passer ça en frais et il va le mettre sur le compte de sa boîte, tu vois. Donc toutes Ouais. ces petites choses-là, toutes ces règles-là, nous, on se les est... voilà, pour nous, c'était hors de question de confondre les deux, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on évolue, on est encore là, beaucoup de projets d'accroissement externe par du rachat de boîtes, et, donc voilà un peu les erreurs en tout cas à éviter.
qu'on essaie d'éviter. Un management trop rigide. Donc là, on essaie d'être le plus souple possible, de Ok. faire en sorte que les gens se sentent bien, euh, de payer les gens correctement. Les gens au sein du groupe sont très bien payés, que ce soit au Luxembourg ou en France. Donc à partir du moment où ils sont bien payés, ben, ils se donnent à 200% pour le groupe. Et à la fin, on le ressent. Donc c'est important. Ouais, il y a d'une part, bien sûr, c'est vrai qu'il y a cette part, ça c'est top, ouais. T'as les deux choses, donc ils sont bien payés d'une part, et d'autre part, ils se sentent bien dans l'entreprise, du coup, ils te le rétribuent largement à la hauteur de ce que tu leur donnes, quoi. Exactement. Mais paradoxalement, on a toujours, enfin, il y en a encore beaucoup, en tout cas, qui ont l'impression que, enfin, moi-même, je le vois avec certains clients hein, que je refuse ou que des fois je sais pas comment ils sont, tu vois, donc j'accepte la mission et puis très vite je me rends compte, mais euh, il demande beaucoup de résultats, mais il est pas prêt à donner les moyens, faire en sorte tout simplement de se donner les moyens qu'on les atteigne. Donc, et oui, et du coup t'as pas envie de t'engager. Moi je me mets bah, je me dis, attends, vu ce que tu me payes, je peux pas te délivrer non plus, je vais pas non plus passer trop de temps. Donc, il y a quand même encore pas mal de monde qui a pas la bonne mentalité à ce niveau-là et qui a l'impression que la rentabilité elle se trouve dans je paye pas et je demande beaucoup de résultats, alors qu'elle est dans bah, je paye super bien et je fais en sorte qu'ils se sentent super bien et du coup, il va faire un truc super bien. Enfin, ça paraît quand même plutôt logique. Bah, pourtant, je sais pas ce que t'en penses, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, c'est la clé en fait. Faire en sorte de bien payer les collaborateurs ou même des prestataires ou autres. À partir de là, les gens ils vont te rendre 10 fois en fait tout ça. Donc c'est important que les gens ils ont besoin aussi de se sentir valorisés, de sentir que Tout ce à qu'ils fait. font dans leur job ou ce qu'ils font dans le groupe, en tout cas pour nous, ben, ils aient une valeur. Ça soit des, tu vois, moi tout ce qu'on a fait avec mes associés, on peut pas le faire si on n'a pas nos collaborateurs, d'accord? Tu as beau être le meilleur patron de boîte, mais si tu n'as pas des collaborateurs derrière qui partent à la guerre avec toi, bah, tu peux pas y arriver. Donc Ouais. forcément, tu es obligé de redistribuer l'argent que tu vas gagner, de bien les payer, voilà, et d'avoir un management qui permet ça et qui permet d'accroître. Et si on en est là aujourd'hui, c'est en grande partie parce que pour ça, parce qu'on a des collaborateurs qui apportent pardon, un maximum de valeur au sein de nos sociétés. Moi. Je trouve peut-être que vous avez plus, je me demande si vous n'avez pas plus cette vision, parce que vous-même avant, bah, vous avez vécu tout l'inverse d'une part, et d'autre part, vous étiez salarié. Donc ça, c'est quand même peut-être un avantage de, bah, vous avez vécu dans la peau ce que c'était, bah, justement peut-être de pas être bien payé, de pas être reconnu, de pas se sentir important, de pas être valorisé, de pas nous donner d'autonomie, etc., ne pas nous responsabiliser, bah, que d'un coup ah, tu envie juste de faire tout le contraire et donc ouais, finalement, C'est exactement ça. peut-être si vous aviez lancé l'entreprise directement après vos études, vous auriez commis plein d'erreurs, que vous avez pas Clairement, fait quoi, justement bien avec, sûr. cette expérience. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Comme je te le disais tout à l'heure, si on n'avait pas eu ce vécu-là dans Oui. le groupe dans lequel on travaillait, on n'aurait jamais pu monter euh, le groupe Meritech, on n'aurait jamais pu faire ce qu'on a fait. Donc forcément, il y avait l'expérience, il y avait tout ça. C'était un plus. Mais on a fait beaucoup d'erreurs d'entrepreneurs, de managers. Forcément, on en fait tous les jours, on apprend tous les jours, on se forme tous les jours. Et je veux dire, entre l'homme que j'étais il y a 10 ans et celui que je suis aujourd'hui, c'est plus du tout pareil, tu vois, que ça soit en termes de sur le droit des affaires, sur le droit social, sur ce que tu as le droit de faire, pas le droit de faire. Tu vois, nous, on a des vrais collaborateurs. Bon, tu parlais de 90, on a un peu plus de. Aujourd'hui, le groupe, c'est un peu plus de 130 aujourd'hui. Donc, OK. tu vois, quand même il y a quand même des risques. C'est la responsabilité, en fait, de famille aussi derrière, tu vois. C'est une lourde responsabilité. Derrière, c'est pas juste 130 personnes. On a la responsabilité aussi de 130 familles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec l'argent de la boîte, tout simplement. Tu vois, on a des Mmh. gens qui comptent sur nous, qui ont confiance en nous, et donc on peut pas.
voilà, on peut pas dilapider l'argent dans des voitures de luxe, dans tout ce qu'on peut voir sur Internet, sur les réseaux. Quand je te disais que la plupart des entrepreneurs, d'ailleurs du web, confondent la trésorerie perso et la trésorerie de leur boîte. Donc tout ça, voilà, quand tu as 130 familles et que tu es responsable de 130 familles, tu fais attention à tout ce que tu fais en fait. Mhm. Tu fais attention à ça. Justement, là, tu parlais que vous envisagez d'acquérir de nouvelles entreprises. Euh, du coup, bah, ouais, bon, j'ai un peu une double question. Bah, c'est quoi votre objectif, votre vision d'une part, et comment, bah, tu fais justement, parce que c'est une grosse responsabilité, c'est pas mal, j'imagine, d'argent qui sort. Justement, comment tu t'y prends pour prendre une décision, des décisions aussi importantes en fait. Donc déjà, vision, c'est quoi le but, et après, comment tu prends la décision? La vision, en fait, si tu veux, ça a été toujours nous, dans notre parcours, des opportunités qui se sont présentées à nous et qu'on a saisies. Nous, si tu veux, quand on a monté la boîte, quand on a monté le groupe, on s'est pas dit, on va avoir une vision à 10 ans et nous, dans 10 ans, on veut être 130 personnes. Non, nous, on s'était simplement dit, on va rebondir, on va monter une boîte et on fait une petite boîte de 50, voilà, 50 personnes, ça sera très bien et puis on vit nos vies. Puis au fur et à mesure des demandes qu'on pouvait avoir de nos clients, des opportunités qui sont présentées à nous, on est monté, on est monté en puissance. Ok. Le rachat de structure, ça fait partie des opportunités. On a malheureusement, on a essayé de racheter une société il n'y a pas très longtemps à la barre du tribunal de commerce. Ça n'a malheureusement pas pu se faire. Et donc, c'est encore une fois une opportunité. Un client, c'était un prestataire, un fournisseur du groupe qui travaillait avec nous, qui s'est fait, enfin, qui est en redressement judiciaire. Donc, potentiellement, on s'est dit, on va racheter notre prestataire pour Ah pouvoir oui, en faire plus et ramener le groupe, si tu veux, passer le groupe de 13 à 14, enfin, pardon, de 13 à 18, 19 millions d'euros très rapidement. Donc, ça a été toujours, nous, la vision des opportunités. Aujourd'hui, on est simplement se dire, ben, c'est simple, il nous faut minimum 10% de chiffre d'affaires par an, en plus, chaque année, pour pouvoir avoir une vision long terme et pouvoir pérenniser le groupe. Donc aujourd'hui, et pourquoi de l'accroissement externe? Parce que, comme je te le disais tout à l'heure en début d'interview, en fait, c'est très compliqué aujourd'hui de recruter dans nos métiers de maintenance industrielle. Et donc, ça passera forcément par de l'accroissement d'activité, des boîtes qui vont mal et qu'on rachète, soit à la barre du tribunal, soit avant le dépôt de bilan. Parce que derrière, c'est ça, en fait, on est bon là-dedans. Avec mes associés, avec un de mes associés notamment, on est bon là-dedans, dans le fait d'aller restructurer des boîtes et de faire en sorte de leur faire gagner de l'argent. Tu vois, de racheter des boîtes et de les restructurer, de mettre en place tout l'écosystème qu'il y a et de faire en sorte de les rentabiliser derrière. ok, On est bon trop là-dedans, bien tu ça. vois. Et donc après, la vision, pourquoi on ne s'est pas projeté à 5 ans, à 10 ans. On se dit peut-être, et si effectivement, peut-être amener le groupe à 20 millions, 25 millions. Mais Ouais, derrière, tu as les soucis qui vont avec. Ça veut dire que si, enfin, tu as les soucis, oui, as forcément, si tu amènes ton groupe à 20, 25 millions, tu as aussi 200, 250 personnes qui travaillent pour toi. C'est encore des soucis encore différents. de Donc, challenge. Ouais. c'est un nouveau challenge. Est-ce qu'on est prêt à ça ou pas? Voilà, ça, c'est une question qu'on ne s'est pas forcément encore posée, mais on sait que on saisit les opportunités qui s'offrent à nous. Et aujourd'hui, on a compris que l'acquisition de structure, il faut être accompagné déjà, d'accord? Donc, nous, on est accompagné. Aujourd'hui, on ne peut pas faire tout ce qu'on fait sans notre avocat en droit des affaires. C'est lui qui s'occupe de tous nos dossiers comme ça. On a deux personnes très importantes qui nous accompagnent. C'est notre avocat en droit des affaires et puis notre contrôleur, notre directeur un peu financier, qui lui va nous dire très rapidement, qui va analyser les boîtes et qui va nous dire, OK, c'est rentable ou pas d'y aller. Mm. On D'accord. y va ou on n'y va pas, tu vois. Et derrière, Donc après, c'est ta décision, c'est vraiment une décision mathématique un peu, on va dire. ouais, c'est effectivement, on analyse les bilans des boîtes, on fait aussi nos business plans, mais derrière, il y a toujours des décisions rationnelles. Et la décision, on la prend toujours en mode investisseur, en mode père de bon famille, en mode qu'est-ce que ça va me rapporter dans le temps, qu'est-ce que ça va me coûter aussi. Si c'est pour, tu vois, on a eu l'opportunité de racheter une boîte il n'y a pas très longtemps. Il en voulait une très grosse somme d'argent, le dirigeant. C'était démesuré.
quand on a demandé à faire une analyse financière de sa boîte, on a fait l'analyse financière. Notre directeur financier nous a dit, les gars, n'y allez pas. N'y allez pas, sa boîte, elle n'est pas rentable. Donc, donc on n'y est pas allé. Donc on n'y est pas allé, tu vois. Donc derrière, il y a toujours on parle de sommes qui peuvent être importantes, hein. On parle de plusieurs millions ou de millions d'euros, entre 500 et 1 million d'euros sur certaines opérations. Quand tu mets tout le bout à bout, avec des garanties derrière, hein. Je rappelle qu'on est en France. Donc derrière, tu as des garanties sur des financements bancaires et autres. Donc tu prends des décisions en fonction de tout ça aussi, hein. Et du coup, tu disais qu'avec un de tes collègues, je sais pas trop comment dire autrement, vous êtes bon pour redresser les boîtes. Est-ce que t'as deux, trois choses que tu vois systématiquement qui sont toujours mal faites, mal pensées et que vous arrivez à corriger et, et qui permet facilement de... pas facilement, mais en tout cas, tu sais ce qu'il faut faire assez vite et après, ça prend le temps que ça prend, mais une fois que c'est corrigé, ça fonctionne. Un exemple typique, c'est certains entrepreneurs, par exemple, aujourd'hui, qui n'utilisent pas de RP ou de choses, des logiciels analytiques qui leur permet de voir très rapidement s'ils ont gagné de l'argent ou pas, tu vois. Certains sont encore en mode Ah oui, tableau Excel, euh, ils rentrent, ça sort, ils ont pas forcément le bon comptable avec eux ou la bonne personne avec ils elle. Et travaillent donc, ils pas travaillent à vraiment. l'ancienne. Ouais, ils travaillent pas les chiffres, ils regardent juste s'il y a assez d'argent sur le compte ou pas. Est-ce que j'ai les moyens d'acheter ça? Est-ce que j'ai les moyens d'investir? Est-ce que j'ai les moyens de faire ceci? Est-ce que j'ai les moyens de faire cela? Ils ne se posent pas les questions, ils y vont, ils avancent. Il y a un peu d'argent sur les comptes, il y a de la trésorerie, donc boum, on y va. Sans se poser la question de, ouais, ok, mais à moyen terme, à court terme, à long terme, est-ce que j'ai les moyens de ça, tu vois? Que ce soit Ok. sur le recrutement, que ce soit sur l'investissement matériel ou autre. Donc, Hmm. on voit très rapidement cette façon de gérer à l'ancienne. Tableau Excel, je sais pas où je vais et je fais un bilan par an, ou tous les 3 mois je fais un point, ou tous les 6 mois je fais un point avec mon comptable et ok. Sauf que t'as pas de marge de manœuvre, tu as très peu de marge de manœuvre. Nous, dans le groupe, au sein du groupe, avec ce qu'on a mis en place, tous les mois, on est capable de savoir le 10 du mois, on sait si l'argent qu'on a gagné le mois d'avant. Dans le groupe, Ouais, d'accord? Avant ok. même de faire notre bilan avec notre comptable, etc., c'est très précis. Ça te permet justement d'agir, de dire ok, on n'a pas gagné d'argent là, qu'est-ce qu'on peut faire le mois prochain, comment on évolue, qu'est-ce qu'on met en place pour avancer, tu vois. Donc, donc d'avoir des KPI, des tableaux de bord, un peu des KPI très précis qui te permettent de Mhm. savoir où tu en es, parce que quand tu sais où tu en es, tu peux prendre les bonnes décisions aussi en Et oui, fonction de l'argent que tu as gagné ou pas. Est-ce que ouais. je peux investir dans tel matériel? Est-ce que je peux embaucher telle ou telle personne? Est-ce que je peux investir dans du marketing digital dans ma boîte? Est-ce que je peux dépenser 30 000 euros parce que je veux faire ceci ou cela, tu vois? Donc, si tu n'as pas les moyens parce que tu as perdu de l'argent les 3 derniers mois ou le mois d'avant, eh ben, tu le fais pas. Donc, ou tu le planifies sur du moyen terme. D'accord? Ouais, tout à fait. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, je te le dis, il y a encore beaucoup voilà, d'entrepreneurs qui sont trop en mode je confonds mon train de vie perso et le train de vie de ma boîte. Et ça se voit. Voilà, Ouais. tu le vois beaucoup aussi, hein. Même dans les frais qu'ils peuvent passer sur leur boîte, que ce soit leur costume, leur resto avec leur femme, leurs vacances, les acomptes de vacances, un billet d'avion en première classe à Los Angeles, ou tu vois, des choses comme ça. Tu vois, il y a quelques règles quand même qu'il faut aussi respecter. Tu vois, tu es quand même en Mhm. France, prendre un billet en première classe pour aller à Los Angeles au mois de juillet, par exemple, en famille, ou même tout seul. C'est quoi le justif pour ton comptable? Pourquoi vous êtes parti en première classe à Los Angeles? Tu vois? Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui qui font ça. Euh, Eh ben. donc, ça reste compliqué. Puis, sans compter les emprunts bancaires, les PGE qui ont été faits aussi à l'époque en 2020 pour aider les entrepreneurs et les entreprises à pouvoir résister à la crise. Et ben Mhm. aujourd'hui, malheureusement, on voit beaucoup d'entreprises défaillantes parce qu'elles n'arrivent plus à rembourser les prêts parce qu'elles étaient déjà défaillantes avant. Et donc, c'est essayer de prendre suffisamment d'auteur, suffisamment de recul, avoir 2, 3 années d'avance pour se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on va faire, tu vois, sans jamais rester
sur ses acquis, c'est toujours avoir un temps d'avance, essayer de penser avant, de où tu veux amener la boîte, ton groupe, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux développer, voilà, qui te permettent de justement franchir ces caps. Ouais, en fait, c'est d'avoir de prendre de la hauteur, d'avoir un côté visionnaire. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui sont sûrement au jour le jour, quoi. Et du coup, est-ce que toi, justement, tu as ce rôle-là dans l'entreprise de... Parce que je vois que tu es un peu plus curieux, que tu vas peut-être lire quelques bouquins, t'intéresser à d'autres types d'entrepreneuriat pour peut-être prendre des choses. Est-ce que ça, c'est un rôle que tu as? Et de manière pratique, tu vois, est-ce que tu te dis, bah moi, je sais pas, bah j'arrête de bosser, je pars à midi tous les jours parce que, mais c'est pas que je fous rien derrière, mais voilà, à lire, à faire X, à faire Y, à rencontrer un tel, à aller à un mastermind ici et là-bas, bah c'est ça qui m'ouvre les portes et qui me permet de prendre du recul. Je me souviens, je crois que c'était, bon après, t'as toujours un peu, c'est toujours un peu romancé, hein, tu sais comment ça se passe. Mais je me souviens, j'avais regardé sur Netflix enfin un film sur Bill Gates et il disait que tous les ans, je crois qu'il partait pendant une semaine, c'était une semaine ou un mois où il coupait tout et juste il bouquinait quoi. Et d'ailleurs dans la série on le voit, il est dans une cabane à côté d'un lac avec que des bouquins et il disait faire cette coupure parce que c'est ça qui lui permettait de prendre le recul nécessaire pour avoir une vision, parce que, enfin, pour avoir une vision, il faut avoir de l'imagination, il faut avoir le temps de rêver, tu vois, un peu de divaguer, mais quand tu es en train de taffer tout le temps, ou tu es sur les réseaux, tu es occupé tout le temps, c'est pas à ce moment-là que enfin, c'est en étant inspiré avec d'autres, c'est en ayant du temps enfin, voilà. Donc, est-ce que vous avez un truc, ça a été réfléchi ou ça se fait juste naturellement, enfin, comment ça se passe? Alors, c'est une question hyper intéressante et c'est là où on est très 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 différent avec mes associés. Mais moi, si tu veux, on en parlait tout à l'heure, tu parlais des mentors tout à l'heure, mais moi, ce qui a basculé, parce que j'ai commencé l'entrepreneuriat en 2016, mais c'est qu'en 2020, où vraiment j'ai fait un switch complet. Je le Mhm. fais encore aujourd'hui, j'y travaille encore aujourd'hui, mais moi j'ai fait un switch complet en 2020 en fait, dans mes investissements et quand j'ai découvert, que ce soit dans mes investissements ou dans mon mindset, où j'ai découvert quelqu'un qui s'appelle Tammy Kabaj et quand j'ai commencé à regarder sa chaîne YouTube et à lire ses livres, c'est là où il s'est passé quelque chose dans mon esprit et que j'ai voulu faire des choses un peu différentes. Je te donne un exemple, ça faisait donc on est en 2020, j'ai quitté les études en 2004, j'ai pas ouvert un livre pendant 16 ans. D'accord. Donc T'avais il y a quel quand âge? en 2020, j'avais quel âge? J'avais 34 ans, 35 ans, Bon, de toute façon, ouais, mais je pense que 37 c'est ans même. pareil, pareil. Moi, je pense que c'est pareil que toi, en fait. Donc, donc moi, ça a été ce premier élément. Tammy Kabash, ça a été quelqu'un qui m'a, en termes de mindset, après même en termes d'investissement, et qui m'a appris beaucoup de choses sur la bourse notamment. Donc, il a eu cet effet-là, mindset différent de toutes les personnes que j'avais pu côtoyer. D'accord. Et j'ai Mhm, commencé à comprendre que bah, si tu voulais être différent, il fallait avoir des résultats différents, il fallait s'entourer. Là aussi que j'ai découvert Jim Rohn avec cette citation que j'adore, on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à lire des livres, surtout sur le trading, le swing trading, la liberté financière. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant 2020 de la liberté financière. Moi, j'étais toujours en mode, je vais bosser dans ma boîte, je vais y bosser jusqu'à la fin de ma vie, je vais prendre ma retraite à 65 ans, et tu vois, je profiterai de ça. Donc, j'avais jamais entendu parler du concept de liberté financière. C'est Tammy Kabash qui m'en a parlé, et c'est là que j'ai 2020 où je pense que même c'est pendant le Covid, hein, où c'est là vraiment ouais, bien sûr, tu as où eu ça, le temps, là. hein, où ça a explosé. Donc 2020, ça a été une année charnière, une année cruciale pour moi, où j'ai complètement ma psychologie, elle a complètement évolué en termes de mindset, en termes de développement personnel, en termes de lecture. Aujourd'hui, je dois lire entre 10, 12 livres par an et je lis pas d'Harry Potter, tu vois. Je lis que des trucs qui me permettent
d'avancer, d'être plus fort, Bien sûr. d'être une meilleure version de moi-même, que ça soit dans l'entrepreneuriat ou autre. Et puis après, ben, j'ai découvert un peu tout ce qui était loi de l'attraction, spiritualité, développement personnel. Ça m'aide aujourd'hui. C'est un chemin que je prends. J'y travaille encore aujourd'hui. Bob Proctor, ça a été le deuxième mentor qui a eu un effet sur moi et qui me permet aujourd'hui de faire des choses, différentes. Donc moi, effectivement, ça a été ça. C'est ce parcours-là 2020 jusqu'à 2025. Euh, mais mes associés sont pas du tout dans ce Ouais, mood-là. c'est ça. Et du coup, Tu vois, comment ils tu sont pas du fais? tout dans ce mood lecture, dans ce mood des réseaux, de même regarder YouTube, je sais même pas s'ils ont déjà vu un seul des podcasts que je fais, tu vois, parce que après on est différents, on est tous différents, mais on est complémentaires et c'est très bien, tu vois, et je leur en veux pas et c'est comme ça, hein. Mais je veux dire, c'est en fait en étant sur les réseaux, en allant sur Internet, sur YouTube, en lisant des livres où tu arrives à comprendre que tu peux faire plein de choses dans la vie, que tu es pas obligé de faire que, tu vois, ton boulot. Tu peux faire plein de choses, découvrir plein de cultures, plein de choses, plein d'activités. La jeunesse, tu vois, d'apprendre des jeunes aujourd'hui. Moi, je me forme beaucoup aussi et les gens sont plus jeunes que moi dans certains trucs, dans certains côtés du business, tu vois. Et donc voilà, c'est sans cesse évoluer avec ça. Et la lecture m'a beaucoup aidé. J'ai même réussi et j'ai eu l'opportunité et le privilège d'écrire mon propre livre Ouais, c'est aussi vrai. sur la bourse. Sans Tammy Kabash, par exemple, j'y serais jamais arrivé. C'était un truc, jamais j'aurais pu écrire un bouquin. Moi. J'étais pas au fond de la classe, mais j'étais pas le meilleur. Donc pour moi, c'était des choses qui étaient juste impensables. On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent, c'est hyper important. S'entourer des bonnes personnes. Tu parlais de, de réseaux, mais participer à des masterminds. J'étais déjà très présent dans les réseaux B2B de ma région, où D'accord. où c'est moi qui m'occupe un petit peu de faire connaître Meritech et d'être un peu dans tous les réseaux B2B. J'ai décidé d'aller encore plus loin, d'aller dans des réseaux sur Paris et autres, d'aller dans le monde de l'infoprenariat et d'Internet, parce que c'était encore un monde encore plus vaste, plus grand, et tu pouvais faire encore des choses incroyables et rencontrer des gens incroyables. Moi, en fait, c'est ça quand je dis Internet, ça t'a apporté quoi? Internet, ça m'a apporté des rencontres et des gens. J'ai rencontré des entrepreneurs incroyables et des gens incroyables sur Internet qui vivent dans le monde entier. Donc ouais, donc là, ouais, je te vois très actif. Donc tous les deux, on s'est. Alors, je sais pas si toi t'es dans le club ou t'es juste dans le mastermind important, ou t'es dans le club aussi. Bah, je suis dans les deux, en fait. Je suis dans T'es le dans les deux. mastermind D'office, t'es dans les deux, je quand pense. tu es dans le mastermind, tu es dans le Ok, club également. Ouais. ok, nickel. Donc à part celui-là, est-ce que t'en as d'autres que tu fréquentes? Juste par curiosité. Non, après, c'est des business, enfin des clubs d'entrepreneurs, mais dans ma région, qu'on va pas forcément connaître, mais ça va être des clubs d'entrepreneurs de ma région, tu vois. Ouais, ouais, Mais, ouais, bien sûr, un peu plus mais local. d'autres masterminds, non, j'ai pas rejoint d'autres masterminds. Mais du coup, donc voilà, toi, ça, 2020, là, je pense que tu as eu du temps, du coup, tu te balades sur Internet, tu découvres toutes ces choses. C'est ça. Et du coup, comment ça se passe? J'imagine, t'en as parlé justement à tes partenaires. J'imagine, peut-être je me trompe totalement, où tu vois, tu es en mode super enthousiaste, tu devrais lire ça, tu devrais suivre ce gars, c'est incroyable, etc. Et j'imagine un mur, genre, mais qu'est-ce qui te prend? Que t'as marché, tu marches sur la tête. Enfin, est-ce que c'était ça? Comment ça s'est passé? Du coup, comment toi, tu vois, si c'est ça qui s'est passé d'ailleurs, comment t'as réagi et comment tu fais aujourd'hui? Parce que j'imagine que, enfin, pour moi, ça semble pas facile en fait. J'aurais du mal si je collabore avec quelqu'un. Tu vois, j'essaie de le faire avancer, de le motiver, de le faire évoluer, puis il résiste, il veut pas. Comment ça se passe justement, toi? Comment ça s'est passé? Après, effectivement, comme tu dis, tu peux pas forcer tes collègues ou tes Ouais, tu associés peux ou pas, bien autres. sûr. Tu peux pas forcer. Tu parles, tu peux essayer de les motiver, tu peux essayer de leur expliquer comment ça peut fonctionner. Et je pense Ouais, qu'avec le recul maintenant, au début, ils me voyaient peut-être comme, j'en sais rien, tu vois, je parlais de trading, de liberté financière, je parlais de choses comme ça, d'investissement.
même de développement personnel, de Bob Proctor, tout ça. Donc je pense qu'il me voyait peut-être comme un Illuminati, j'en sais rien, mais comme quelqu'un qui avait en tout cas une mentalité différente de la plupart des gens. Heu, je vais pas te dire que, ça les inspire et que je les inspire, loin de là, j'y crois pas, mais peut-être qu'ils commencent peut-être, alors peut-être pas tous, mais certains, de mes associés se dire: «OK, il y a ce petit truc-là qui fait que effectivement on peut peut-être faire autre chose. Effectivement, on peut». Tu vois, pour nous, c'était racheter des boîtes il y a quelque temps, c'était peut-être, bah, dans notre tête, non, Impensable, quoi. impensable. Alors qu'aujourd'hui, ça le devient parce qu'on s'est ouvert, parce que c'est tout ça. Donc moi, j'essaye partout, tout le temps, à mon petit niveau, d'élever les gens, de faire en sorte qu'ils puissent, atteindre leur objectif, d'être, une meilleure version d'eux-mêmes. Je travaille aussi à être la meilleure version de moi-même, mais c'est ça, d'essayer d'élever les gens, d'inspirer. Si je peux aider, je pense qu'au quotidien, Mmh. ça doit peut-être, oui, ça doit sûrement les aider. Ils me posent de plus en plus de questions forcément sur, que ça soit sur la crypto, que ça soit sur la bourse ou sur les investissements à l'étranger. Donc, forcément, ça attire un petit peu ça attire un petit peu le truc, mais sans être non plus, quelqu'un qui va, voilà, Tu tout, pas pushy, quoi. tu vois? Tu pas à pousser, mais je trouve que c'est intéressant. Tu as pris un bon enfin, je trouve ça intéressant parce que tu dis: «Bah, moi, tu peux faire que ta part, tu fais ta part et puis, voilà, s'ils sont inspirés, s'ils sont intéressés, bah, et s'ils sont curieux, ils viennent». D'ailleurs, ça me fait penser à l'un des je sais pas si tu as lu les 4 accords Toltec, c'est, les 4 accords que tu devrais te poser à Ouais, toi-même. Il y en a un qui est: il je faut l'ai pas pas encore lu, mais ouais, je bon, connais. en gros, il y en a un, il faut pas essayer de changer les gens et l'autre il y en a un autre, c'est: il faut pas avoir d'attente. Je sais pas les 2 autres là, je me souviens plus, mais effectivement, changer les gens, ça peut vraiment te tu as trop de risques que ça aille à la confrontation. Donc c'est vrai que c'est pas mal comme strat. Bah, tu fais ton chemin et eux, finalement, l'air de rien, je pense que petit à petit, ils s'intéressent, ils te posent une question, peut-être qu'au début, ils te posent, une question par an sur la bourse et puis la deuxième année, il y en a déjà 10 et petit à petit, ils vont à leur rythme. Ouais, c'est ça, tu vois? C'est ça. Donc, puis ça va être après des questions aussi sur la protection, patrimoniale ou sur la protection de l'argent, ou sur des investissements ou autres. Mais donc voilà, donc moi l'idée c'est ça, comme tu dis, on peut pas changer les gens. Moi j'adorerais que pouvoir faire, un podcast avec un de mes associés par exemple, qu'on puisse, Ouais, ça serait chouette. débattre, sur le business, sur comment on a monté la boîte, sur ce qu'on a fait, sur, tout ce qu'on voit sur internet, sur tout ça, j'adorerais, mais Ouais, c'est pas leur truc et donc je vais pas les forcer, je vais pas, tu vois? Si un jour, il y en a un qui accepte, et ben ça sera avec, grand plaisir, mais tu peux pas, comme tu dis, tu peux pas forcer les gens et forcer les gens. Par contre, tu peux essayer de leur montrer, par l'énergie que tu vas véhiculer, par ta façon de penser, heu, qu'il y a peut-être un chemin différent que ce que la société veut bien te faire croire ou que ce qu'on t'a mis dans le cerveau depuis tes grands-parents ou tes parents, tu vois? Donc c'est ça que j'essaye plus de faire, tu vois? ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, comment ça se fait d'ailleurs, j'ai vu que c'était une question qu'on te pose, comment ça se fait que, bah, ouais, tu as ton entreprise là, j'imagine ça te prend pas mal de temps. Bah, d'ailleurs, je suis curieux de savoir, si tu bosses à plein temps là-dessus et comment ça se fait du coup que pourquoi tu as lancé, bah, ton podcast, ta chaîne YouTube, tu t'es lancé sur les réseaux? C'est quoi l'objectif en fait de faire ça? Alors, bah, 1re question, mon groupe, oui, j'y bosse à plein temps. C'est un vrai job et je dirais, on n'a pas encore la structure, la taille de structure qui te permet, de nommer, des CEO, des directeurs généraux qui vont faire le job pour toi et toi tu prends du recul. Parce que quand tu fais que 13,5 millions, tu es encore dans l'exploitation et c'est aussi pour ça que ça fonctionne. OK. C'est parce que tu es aussi là, tes collaborateurs sont là et tu es toujours là pour eux et tu résous leurs problèmes. À partir du moment où tu es là dans une taille de structure comme ça fonctionne, la boîte et le groupe gagnent de l'argent et tu peux continuer à évoluer. Donc aujourd'hui, oui, je suis quasiment à plein temps, hormis quand, voilà, que je prends des vacances ou autre, mais je veux dire,
je suis à plein temps, même si quand tu as 4 associés, bah, forcément, tu peux prendre le temps, voilà, tu peux aller prendre un long week-end, tu es libre quand même, d'accord? Faut pas non plus, ouais, tu es quand même libre, tu as une gestion, OK. À partir du moment où tu fais où tu réponds aux objectifs et autres, bah, tu peux continuer à avancer, à faire ton truc, d'accord? Euh, donc, Mais du coup, toi, t'as pas justement cette ambition maintenant que tu as découvert tout ce nouveau monde de te dire, bah, vas-y, moi, je sais pas, je veux mon lundi, ou parce que je veux créer du contenu, ou, enfin, je sais pas. je vais être honnête avec toi. Peut-être que euh, dans 5 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, peut-être avant, un jour on recevra une opportunité peut-être de vendre le groupe Ok? qui sera tellement importante qu'on prendra, qu'on la saisira. Tu sais, c'est ce que je dis aussi à mes associés souvent. En fait, la boîte, elle est jamais à vendre. Un groupe, il est jamais à vendre. Mais il y a toujours un acheteur. Donc, à un moment donné, il y a des opportunités dans des vies qui peuvent pas se refuser. Quand tu as mis, enfin, quand tu vois ce que tu as mis il y a 20 ans, il y a 10 ans, pardon, en termes d'investissement et ce que tu peux obtenir 10 ans, 15 ans après, il y a des opportunités qui ne se refusent pas. Donc, peut-être qu'un jour, j'aurai vendu mon groupe, ou les parts en tout cas, Ouais, bien sûr. de mon groupe que j'ai, et je ferai autre chose. Euh, mais je pense que pour l'instant, je peux faire les deux. Je pense Ok. que je peux faire les deux. Je peux à la fois être dans mon groupe et à la fois euh, construire quelque chose et bâtir quelque chose dans l'immobilier ou autre, on en reparlera, mais voilà, j'aime bien, je suis un bâtisseur, j'aime bien faire plein de choses, toucher à plein de trucs. Et maintenant, le fait que j'ai libéré mon cerveau sur plein de sujets, je peux toucher à plein de trucs. D'accord? Donc, voilà. Là, pour l'instant, je suis présent, très présent dans le groupe. D'accord. Et ta deuxième question, juste, c'était Ouais, c'est quoi du coup? Pourquoi t'as monté tout, enfin, pourquoi tu crées autant pourquoi de je suis sur contenu, YouTube et etc. pourquoi je suis sur les réseaux, etc. C'est une super question. Euh, j'ai eu envie d'aller sur YouTube pour bah, deux choses. Parce qu'il y a eu deux effets. Il y a eu transmettre un message, d'aller sur Internet. Je voyais trop, comme je te disais, d'entrepreneurs bullshit sur les Mhm. réseaux, d'infopreneurs bullshit sur Internet, qui t'expliquaient que le business, c'était le business en ligne. Que c'était, je travaille de la maison ou je travaille depuis le monde entier avec mon téléphone, derrière mes écrans, je fais du trading, je fais du copy trading, je fais du closing, enfin bref. Et que le business, c'était ça. Du coup, ils ont inondé l'entrepreneuriat, ou en tout cas, ils ont inondé les réseaux de ces promesses, de ces fausses promesses. Et on se retrouve avec des jeunes de 15, 16, 17 ans, 14 ans, qui pensent que le business, en fait, que c'est ça, et qui veulent cette vie-là, en fait, de gagner 10 000 euros par mois depuis un téléphone. Mais déjà, il y en a très peu qui y arrivent. C'est quand même très extrêmement dur. Et donc, j'ai eu envie de remettre un petit peu l'église au milieu du village sur l'entrepreneuriat. Euh, donc ça a été ce côté-là aussi de pourquoi j'ai été sur les réseaux. J'avais envie de parcourir, de partager un peu mon histoire, aussi mon vécu, mon expérience de ces 10 années d'entrepreneuriat, de ce qu'on pouvait faire avec le business, de partager aussi comment voilà, on peut être une meilleure version de soi-même avec le développement personnel, avec la loi de l'attraction, avec le dev perso, avec la spiritualité, avec tout ça. De parler d'argent aussi. Moi, comme je te l'ai dit, on ne parlait pas d'argent dans ma famille parce que c'était tabou. En France, c'est un sujet tabou, l'argent, on ne parle pas d'argent. Personne va te dévoiler combien il gagne parce que ben, c'est malsain, c'est mal vu, on ne peut pas dire combien qu'on gagne. Donc c'était aussi pour toutes ces raisons-là que j'ai voulu aussi aller sur YouTube. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je suis un entrepreneur qui est sur YouTube. Je ne suis pas un YouTuber entrepreneur. Voilà, je suis un entrepreneur qui a été sur YouTube pour essayer de véhiculer ce message-là, transmettre un message, véhiculer quelque chose, et puis créer des opportunités. Et c'est pour ça que Mhm. j'ai créé le podcast Cash aussi. Ça a été créer des opportunités, de pouvoir. Il y a eu deux messages en fait dans Cash. Ça a été un, on parlait argent librement sur des sujets d'actualité, on parlait librement. Et il y a eu le message aussi, un peu côté développement personnel, c'est qu'il y a beaucoup d'invités en fait qui m'ont inspiré aussi à mes débuts et que je regardais, que je suivais.
Des gens comme Mhm. Jody Cavalier, par exemple, des gens comme Hassan B. C'est des gens que je regardais sur les réseaux 2, 3 ans avant. Même Hassan, avec qui j'ai fait le podcast, l'épisode 2 du podcast. Hassan, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. J'ai acheté ses livres. Et donc, jamais je me serais imaginé un jour réaliser un podcast avec lui. Tu vois, parce que je savais pas que c'était possible, parce que je savais pas que ça existait, parce que j'avais pas le mindset pour. Et le fait d'évoluer justement spirituellement et en termes de dev perso aussi dans ma vie de tous les jours, bah, c'était montrer que peu importe d'où on vient, je te disais, j'ai grandi un petit village, peu importe d'où on vient, peu importe ce qu'on fait, peu importe ce qu'on a vécu, on peut faire plein de choses si on s'en donne les moyens et si on libère son cerveau de toutes les fausses croyances qu'on a pu avoir et qu'on a et que les gens ont et que la plupart des gens ont, tu vois. Les Mhm. gens pensent que Jean-Luc Mélenchon va pouvoir les sauver. Et donc, sans parler politique, mais donc c'était juste de se dire, voilà, ce côté dev perso, d'inviter des gens avec lesquels jamais j'aurais pensé un jour être en face, avoir une conversation et faire un podcast. Pour se dire, si moi j'y suis arrivé, si moi je l'ai fait, je me suis bougé. Tu vois, je, Mhm. je tourne dans les studios à Paris, mais avant ça, ça faisait 20 ans que j'y avais pas mis les pieds à Paris. Et aujourd'hui, j'y vais une fois par mois. Je côtoie des entrepreneurs parisiens. Je suis dans des masterminds parisiens parce que voilà, j'ai eu envie d'évoluer, d'être une meilleure version de moi-même et de m'élever spirituellement et de m'élever en termes voilà, intellectuels et entrepreneurial. Voilà, Oui, bien sûr. d'avoir son cercle, d'avoir un plus grand cercle pour faire des choses plus grandes parce que ça m'aide au quotidien dans mon business, ça m'aide au quotidien dans mon développement de telle activité, dont on va aller là, de motiver les gens, tu vois, d'avoir un discours motivant, d'essayer de les impacter pour justement faire en sorte qu'ils s'élèvent et qu'ils puissent réaliser leur objectif et d'aller plus loin, plus vite. Voilà. Ouais, non, mais c'est super quoi. Bah, c'est bien. Je trouve que c'est bien parce que tu le dis honnêtement, parce que moi je le dis aussi, je le fais pour moi en fait. Le podcast, c'est pour pas mal les mêmes raisons que toi. C'est pour rencontrer des entrepreneurs plus avancés. Pour les rencontres, pour le réseau, pour évoluer aussi en tant que personne. Et je pense que les autres en profitent aussi. Puisque moi, j'en profite là en discutant avec toi. Je pense que d'autres personnes qui peuvent l'écouter. Donc on gagne tous, je pense. C'est un cercle vertueux, win-win pour tout le monde. Donc ça, Ouais, c'est assez. c'est ça. Et puis, je peux pas te cacher que pour moi, c'est un vrai kiff, en fait. C'est Bah c'est- oui. c'est un vrai kiff d'être sur Internet. Il y en a qui vont jouer au golf, qui vont dans l'associatif. Moi, je vais sur YouTube, en fait. C'est un kiff Ouais. pour moi. Je dis pas une passion, parce que tu peux pas appeler ça une passion, mais partager ça, c'est vraiment un kiff. C'est un vrai kiff. Et derrière, je sais que c'est un travail long terme. On sait que YouTube, c'est très long. Mais derrière, Ouais. bah, ça permet de rencontrer des gens, de participer à des podcasts comme le tien et d'avoir cette, ouais, un peu de, pff, une petite, je sais pas si on peut parler de notoriété, mais j'ai toujours voulu, en tout cas, quand j'étais jeune, tu vois, j'aurais rêvé être acteur de cinéma, à Hollywood et tout. Quel type Je voyais tout ça. de film? Quel type de personnage? Ah, des films d'action, tu vois, Ouais. et moi, ouais, films d'action, tout ça, j'aurais, j'aurais kiffé, enfin, quand t'es jeune, t'es Van acteur de Damme. cinéma, Van Damme, tu vois, moi, j'ai grandi avec cette génération-là. Et tu vois, donc, avoir ce petit côté, je pense il y a sûrement un peu de ça aussi, de pourquoi je suis sur Internet, sur TikTok, sur Insta, sur truc, parce que ce côté, peut-être un peu recherche de notoriété ou de Mais c'est viralité bien, mais ouais, je trouve que ou c'est de, bien que tu le et il n'y a dises. pas de, tu vois, et je suis honnête avec ça, je suis transparent avec ça, mais tu vois, moi, Ouais. j'aimerais bien être dans un café. Je suis en train de boire un café à Paris et puis il y a quelqu'un qui va me reconnaître parce qu'il m'a vu sur YouTube et il va me demander de faire une photo avec lui, tu vois. Et il n'y a pas de, c'est pas grave et il n'y a pas de, voilà, et c'est pas, j'ai pas le melon ou j'ai pas le truc. J'assume le fait que, ouais, je suis un peu aussi sur Tu sais, Internet pour ce côté-là, peut-être un peu et ça, c'est d'ego, voilà, mal placé peut-être, mais voilà. non, je En tout cas, pense je que l'assume. c'est un des besoins fondamentaux de l'être humain, c'est le besoin d'être important, de se sentir important. Et justement, tu le disais, après, il y a plein de moyens de se sentir important. Ça peut être, comme tu disais, au travail, le fait que tes collaborateurs, tu les valorises, enfin,
j'imagine, voilà, ils se sentent importants, ils se disent bah voilà, je compte pour cette entreprise, donc voilà, j'ai envie aussi de correspondre à l'image que qu'on me renvoie, tu vois, on compte sur moi, je suis important, machin. Il y a ça. On peut se sentir important bah, aux yeux de nos enfants, se sentir important avec aux yeux de notre femme, et puis pourquoi pas J'allais pas parler. d'inconnus qui nous suivent. Mais ce besoin, il est universel, et je pense que 100% des gens, comme on a besoin de manger, de boire, bah, on a besoin de se sentir important. Après, c'est la stratégie, le moyen de se sentir qui peut différer, mais on J'ai cherche j'ai j'ai tous un moyen de se sentir important, et je pense pas qu'il faille se remettre en question et se dire ah, j'ai trop d'ego, c'est pas normal, pourquoi il veut être autant vu, aimé, mais qui n'a pas envie d'être vu, reconnu C'est ça, et tu parlais tout à l'heure, et la famille, c'est important, et mes enfants, tu vois, au-delà, alors je vais pas tenir le discours, oui, c'est important, bien sûr, tout le monde Ouais, bon, je tient pense le qu'il y a même, pas besoin de hein, il y a de pas le besoin de le dire. Mais c'est simplement, moi, j'essaye d'être un chef de famille, d'être, un leader pour eux, tu vois? Quelqu'un qui va leur montrer le chemin, vers la réussite, vers l'argent, vers le développement personnel, vers tout ça, vers tout ce que tu peux faire, vers libérer ton cerveau et autres, et d'être vraiment un chef de famille, d'être, quand je prends une décision, je la prends très vite, et d'être un leader, tu vois? Et je te donne un exemple tout bête, mais j'ai pris mon fils avec moi, il a 17 ans bientôt, il est avec moi quelques semaines, au sein du groupe, pour nous aider sur des tâches administratives, enfin bref. Mais il a surpris une conversation que j'ai eue il y a pas très il y a hier. Il m'a dit: «Mais papa, c'est impressionnant l'aura que tu as, en fait. Rien qu'en parlant, dans ce que tu véhicules, dans même les réunions que tu peux animer, bah, quelque part, tu es fier, tu vois? Ton fils de 17 ans reconnaisse que son père, il a autour, voilà, il dégage un truc, il dégage quelque chose». Voilà, donc Mmh. et forcément, il va grandir, lui, ça va l'aider dans son plus tard, tu vois? Ça va forcément l'aider, parce que, enfin, j'espère que ça va l'aider, parce qu'il aura eu un père, en tout cas, ou des parents, parce que ma femme, heu elle aide beaucoup aussi, et d'avoir ça, tu vois? C'est plus simple après dans la vie d'avoir des portes qui s'ouvrent, ou d'être, quand tu as grandi avec des parents qui ont déjà, voilà, un mindset différent de la plupart des gens, bah, ça te permet de faire des choix différents, tu vois? D'aborder plusieurs angles, et de faire des choses incroyables, Mmh. et c'est ça, donc avant d'être OK, d'être, cette viralité, d'être reconnu, d'être vu, d'être important comme tu le dis. C'est aussi vis-à-vis de mes proches, et de ma famille et de mes 3 enfants, c'est d'être important pour eux, d'être ce leader pour eux, en fait, et qui leur montre le chemin. Ouais, est-ce que finalement la motivation, tu pas juste d'être une meilleure personne, la meilleure personne possible, parce que, bah, mieux t'es, mieux c'est pour toi, mieux c'est pour les gens qui t'entourent, et ça serait incroyable. T'imagines si tout le monde demain se dit: «Bah, la terre entière, fait tout son possible, chaque humain fait tout son possible pour être une meilleure personne, heu, Bah, ça y est, pour le bien-être de la globalité, en fait», tu bah, vois? bien Pas sûr. juste je veux être bien pour moi-même et tant pis si tout le monde crève derrière. Bah, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de guerres qui s'arrêteraient immédiatement, beaucoup d'arnaques qui s'arrêteraient, beaucoup de crimes qui n'auraient pas lieu, enfin beaucoup de Exactement. choses, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord, et ça, c'est effectivement, c'est le développement personnel, la spiritualité aussi, qui t'aident et qui peuvent t'aider justement à ça. Ah On ouais, parlait tout à de, fait, c'est te hein, développer de personnellement, ouais, tout à fait c'est logique. et l'entourage, on le disait, l'importance, si on peut le répéter, mais cette phrase que j'adore, «On est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent», et ça, c'est hyper important, parce que Mmh. si tu as pas le bon entourage et que tu es pas bien entouré, tu vas pas pouvoir t'élever, tu vois, que ça soit spirituellement ou en termes de dev perso, ou si dans ton entourage, tu vas trouver que des gens qui vont te critiquer, et tu vas finir à un moment donné par les croire, par Par abandonner tes rêves. douter, Tu parlais en début d'interview de rêve aussi. En France, en fait, on t'interdit de rêver, et on t'interdit surtout de rêver grand. En fait, on te dit que c'est pas possible, que c'est pas po tu veux faire ci, tu veux faire ça, mais bah, c'est pas possible, tu y arriveras pas. C'est les premiers mots qu'on va dire. Quelqu'un qui veut être footballeur professionnel, quelqu'un qui veut changer le monde, quelqu'un qui veut aller dans l'espace, quelqu'un qui veut faire, on va lui dire que c'est pas possible, mmh
Et à partir de là, bah, voilà, on t'interdit de rêver. Donc le but, c'est voilà, à travers mes enfants, D'éveiller les consciences. d'éveiller ouais, c'est ça, d'éveiller les consciences et de leur dire que tout part, tout part déjà de la volonté, en fait. Tu sais, et cette phrase, c'est un peu la phrase du patron de la NASA, enfin l'homme à qui on doit la NASA aujourd'hui. OK. Un jour, il y a le président Kennedy qui vient le voir et qui lui dit qu'est-ce qu'il faudrait pour envoyer des hommes sur la Lune et faire en sorte de les envoyer sur la Lune et qu'ils reviennent sains et saufs. Et il a eu ce discours, il lui a dit Monsieur le Président, c'est simple, la volonté. À partir du moment où on a la volonté de les emmener sur la Lune, c'est la première étape, le reste, on va y arriver. Donc à partir du moment où tu as la volonté d'eux, c'est le premier truc, et après, ben, il y a du passage à l'action, il y a tout ça, mais je veux dire, la volonté d'eux. Je, Ouais, ouais, je tout à veux fait. investir, je veux faire ci, je veux Mmh. la volonté, tout part de la volonté. C'est quoi je veux, je veux investir à Dubaï, je veux investir dans l'immobilier, je veux gagner plus d'argent, je veux être footballeur professionnel. Tout part de la volonté. Voilà, ça part de là, la volonté d'y arriver. Je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a un podcast que j'ai écouté qui m'a fait beaucoup de bien, il y a peut-être un an, un podcast justement qui parle de développement personnel. Parce que justement, on a beaucoup, beaucoup ce discours en dev perso que, tout ne dépend en gros que de toi, de ta volonté. Et dans ce podcast, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ajoutaient quand même un élément, c'est que, bah, nous, on n'a pas le contrôle de tout en fait. Nous, on peut faire que notre part. Toi, Heu, toi peut-être mettons, cas concret avec tes collaborateurs, toi, mettons que c'est ton envie, c'est qu'ils s'éveillent et que justement ils découvrent tout ce monde-là et voilà à 4, vous serez beaucoup plus forts parce qu'ils peuvent lire d'autres bouquins et ensemble, vous pouvez vraiment, faire un mastermind de folie et cetera. Mais tu peux pas toi, tu peux faire que ta part, tu vois? Et il y a des circonstances, tu peux pas faire. Enfin, il y a des trucs, il y a des limites, même physiques, tu vois? Peut-être, ouais, on Bien peut sûr. envoyer une fusée sur la Lune, mais est-ce qu'on peut en envoyer une sur Jupiter et faire revenir les gens? Bah, peut-être c'est bah, physiquement, là, aujourd'hui, on peut juste pas. En fait, c'est beaucoup trop loin. Ou, je sais pas, tu veux être basketteur, tu fais même en mettant toute ton énergie, même en travaillant hyper dur, des fois, t'as juste pas le talent, en fait. Tu vois, genre, tu veux être basketteur, tu bosses 10 fois plus, même que des mecs qui deviennent pros derrière. Tu bosses autant qu'eux, voire mieux et tout, mais t'as juste pas le talent. Il y a des fois des parts de trucs qu'on contrôle pas, on contrôle pas. Bah, comme tu dis, la moyenne des 5 personnes, on la contrôle pas. Tu vois, t'as pas de bol. Imagine, au lieu d'être né, bah là en France, t'étais né en Palestine là en ce moment, tu vois, genre. Tu vois, et moi, tu vois, ça m'a fait beaucoup de bien parce que ça m'a enlevé un poids, tu vois, une pression où j'avais le sentiment, bah ouais, c'est de ta faute, tu vois, genre t'y arrives pas parce que en fait, je pense que c'est bien. Étape un, effectivement, t'as pas, en gros, tu acceptes les choses comme on t'a dit comme ça. D'un coup, on te dit dev perso, en fait, tu peux faire beaucoup plus, suffit d'avoir confiance. Étape 3, bah, en fait, tu te rends compte, c'est pas si simple, que c'est vachement dur. Et du coup, je trouve que là, moi, ça m'a fait du bien d'avoir ce rappel. Bah, moi, par exemple, j'ai des circonstances, typiquement, bah, je suis marié, j'ai un enfant. Tu vois, je peux pas faire comme je vois plein de mecs, je vois qui créent du contenu ou qui sont en mode nomade, je suis ici, je suis là-bas, où ils disent je bosse tous les week-ends. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai vu un post d'un gars qui disait, qui se vantait de travailler tous les week-ends et qui disait que c'était complètement con de bah, bosser le week-end parce qu'il y avait X jours de week-end par an et tout ça. Ouais, super, mais moi, j'ai quand même une fille, tu vois, j'ai envie de passer du temps avec elle. J'ai une femme aussi, tu vois, je suis pas comme toi. Enfin, tu vois, j'ai des circonstances qui m'empêcheront peut-être d'avoir les mêmes résultats que toi. Mais d'un autre côté, tu vois, je suis en paix, tu vois. Je me dis, je pourrais pas avoir ça, mais en fait, toi, tu as choisi d'avoir ça, mais tu as renoncé forcément à autre chose, tu vois. Et tu peux pas tout avoir. La vérité, c'est que bah, si tu veux bosser tous tes week-ends, bah, ta femme, elle va te quitter, ta fille, bah, c'est pas ta fille, tu vois. Je veux dire, c'est quand que tu passes du temps avec ces gens. Enfin, c'est quand que tu tisses des liens, tu vois. Donc, choisir un truc, c'est renoncer à un autre, et moi, ça m'a apporté pas mal de paix aussi. Je pense que je voulais juste apporter ça un petit peu, mais je pense que tu es tout à fait OK avec tout ça, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est très juste ce que tu dis, bien sûr.
D'ailleurs, c'est normal. Forcément, à un moment donné, euh, t'as une famille, donc tu vas renoncer, entre guillemets, à une vie que tu aspirais ou à des objectifs ou à un truc. Je donne un exemple tout bête. Prenons, Tu prends l'exemple, par exemple, et moi je suis un peu radical, mais euh, et je sais pas si ça va plaire dans ce podcast, mais tu prends les jeunes, par exemple, de 17 à 25 ans. Euh, Moi, c'est ce que je dis et je m'attraque le cerveau de mon fils avec ça. Mais euh, une- à un moment donné, l'amour, par exemple, avoir une petite copine à 17 ans, 18 ans, 19 ans, Ouais. ça peut t'empêcher, à un Mmh. moment donné, Ah oui. par amour pour cette personne, de vivre tes trucs jusqu'au bout ou de vivre tes trucs tout court. Mmh. Donc, je dis toujours aux jeunes, focus-toi de ta période de 16 ans à 25 ans, te construire intellectuellement, personnellement, investir ton argent, d'être bien. Et ensuite, tu as besoin de stabilité, tu as besoin de fonder une famille, tu as besoin de trucs pour. Mais il y a un temps à tout. Pourquoi? Parce que supposons que voilà, tu as des projets de vivre à l'étranger, par exemple. Voilà, un petit jeune de 17-18 ans, lui, ses projets dans 3-4 ans, c'est de partir de chez ses parents et puis aller aux États-Unis ou aller ailleurs. Et donc, c'était ses projets. Il en parlait à ses parents, etc. Et puis, demain, il tombe amoureux de quelqu'un qui va Ah oui. l'empêcher de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? L'empêcher de vivre parce que par amour pour cette personne, il va rester en France et il va pas vivre ces trucs. Tu vois? Donc, c'est pareil, ça dépend toujours de ce que tu veux faire, de ce que tu veux construire. Et, et puis moi c'est surtout, tu vois, à un moment donné, bon, la vie, elle est pas facile. La vie, elle fait pas de cadeaux. C'est toujours pareil. Après, c'est comment tu réagis par rapport à ça. Il y a des événements que tu contrôles pas, la Ouais, maladie, c'est ça. le décès, il y a tout ça. Ça, c'est clair. Les gens autour de toi. Alors, j'ai tendance à dire les gens autour de toi, ça, tu contrôles quand même. Tu as un contrôle dessus. Quand je dis un contrôle dessus, c'est tu as le contrôle d'écarter des gens qui sont nuisibles pour toi. C'est ta décision, c'est ton choix. C'est ton choix de rester avec ces gens aussi, tu vois. Donc, à un moment donné, tu changes ton cercle. Et moi, j'ai tendance toujours à dire, si dans ton cercle, on ne parle pas argent, business, famille, entrepreneuriat, t'es pas dans le bon cercle. Donc si dans ton cercle, on parle politique, on parle apéro, on parle foot, on parle machin, mais c'est très bien. Tu as des gens qui vivent de ça, Après, tout qui dépend vivent de. et qui sont très bien, et qui vivront C'est ça le heureux, truc. et il n'y a pas de souci avec ça. Y a- Ouais, c'est Mais ça, c'est derrière, tu peux exactement ça. pas. Moi, j'ai tendance à avoir du mal avec des gens qui sont pas OP avec leur situation, ou qui sont pas à l'aise, ou qui ont tendance à se plaindre, tu vois, de se plaindre de leur Mmh. situation personnelle. J'aime pas ceci, j'aime pas mon job, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. C'est plus à ces personnes-là, en fait, que tu as envie de dire, écoute, c'est tes choix. Tu as Ouais, fait le tu as choix quand de, même des choix que tu vois, tu peux faire. il y a des choix que tu peux faire. Tu as fait ces choix, Tout contrôler, mais mais il y a une des choix que tu partie. peux faire. Ton boulot te plaît plus, démissionne. Ouais, mais je dois payer les factures, je dois faire ceci, je dois faire cela, j'ai des trucs, donc je reste. Oui, mais fais autre chose. Et tu sais Trouve ta zone de génie, trouve des compétences, forme-toi, apprends un nouveau métier, ouais, fais quelque chose. Des choix. La vie, c'est des choix. Et en fonction des ouais, choix que c'est tu vas ça, faire, tu vas avoir des résultats. Donc, mais après, je suis d'accord avec toi. complètement. Tout le monde n'a pas besoin de ça. Moi, tout le monde n'a pas besoin d'être sur YouTube. Tout le monde n'a pas besoin d'être viral. N'a pas Exactement. envie de ça et sera très heureux comme ça toute sa vie. C'est ça, je pense que souvent, en fait, je pense qu'une des erreurs, c'est ça qui est pas facile aujourd'hui, je trouve, c'est que la métrique, tu vois, on mesure le bonheur à la richesse, tu vois. Si t'as 10 millions, c'est bon, t'es heureux, mais si t'en as qu'un, tu peux pas, ou si t'es même pas millionnaire, alors là, t'es malheureux. Et pourtant, d'ailleurs, tu vois, t'as des études qui sont menées dans tous les pays du monde, et je sais plus quel était le pays le plus heureux du monde, mais c'était genre Costa Rica, ou c'était pas forcément genre, bah, c'est quoi les pays les plus riches? C'était pas genre la Suisse ou Ah ouais, Monaco, j'en sais rien, tu vois. Donc
Tu vois, c'est ça qui est intéressant parce que, en fait, moi, vraiment, j'en parle souvent de cette pub, mais vraiment, j'adore cette pub. Enfin, surtout le message. C'était Mastercard, c'était un père et qui emmenait son fils voir un match de foot. Et du coup, bah, on le voit, il va acheter le maillot, il paye avec sa carte. Maillot de foot, 90 euros. Il lui achète, je sais pas, des pop-corn, une boisson, 17 euros. La place pour le match, 15 euros. Mais passer un moment avec son fils, ça n'a pas de prix. Tu vois. Et ça, en fait, moi, je me rends vraiment compte les trucs, les trucs gratuits. Enfin, le bonheur, c'est quasiment que des trucs gratos, en fait. Enfin, une fois que t'as mangé, que t'as bu, que tu t'es abrité des intempéries, que t'es pas malade, etc. Enfin, moi, tu vois, bah, jouer 10 minutes avec ma fille, ça me rend 10 fois plus heureux que bosser 10 minutes et gagner, même s'il me paye 50 euros, 100 euros, même si je gagne 50 euros en 10 minutes, tu vois, bah, dans l'absolu, si je devais mourir demain, est-ce que je me dirais, ah, j'ai bien kiffé ma journée de hier, j'ai gagné 1000 euros à bosser toute la journée. Ah, j'ai kiffé ma journée d'hier, j'ai passé avec ma fille, ma femme, on est allé à la piscine, c'était génial, tu vois. Et souvent, même à la piscine, c'est payant, tu vois. Mais genre, là, l'autre jour, on s'est baladé au bord de la plage. C'est 100% gratuit, se balader au bord de la plage. Ça coûte 0 euros. Et le bonheur, le retour sur le ROI, incroyable. Genre, pour 0 euros, t'es putain d'heureux, quoi. Enfin, en tout cas, moi. Et je pense que c'est vraiment important de ne pas perdre de vue c'est quoi l'objectif. Est-ce que vraiment, ça vaut la peine de sacrifier bah, je sais pas, cet après-midi, bah voilà, là on est, par exemple, on tourne un samedi, ça vaut le coup de sacrifier le temps passé avec notre famille pour faire ce podcast. Bah, moi, je trouve quand même ça vaut la peine parce que je kiffe. Et là, c'est gratos, tu vois, on discute. Mais enfin, je sais pas, je trouve que aujourd'hui, il y a vraiment une grosse pression. Je sais pas comment tu le ressens, mais ouais, il faut gagner du cash, du cash, du cash, du cash, et on peut perdre de vue. Bah après, moi, je vois des gens, bah ils sont pas en couple, ils ont pas d'enfants, ils ont pas de vie de famille, ils sont partis à l'autre bout du monde pour pas payer d'impôts, donc ils ont plus leurs amis, ils ont plus leurs parents, ils ont plus leur famille. Est-ce qu'ils vont pas regretter et puis ils passent tout leur temps à taffer. Est-ce qu'ils vont pas regretter un jour de se dire, bah peut-être j'aurais dû avoir un plus gros équilibre. Peut-être qu'il y a des trucs qui me manquent. Je peux plus revenir en arrière. Je peux plus. Bah là, j'ai passé l'âge d'avoir des enfants. Là, bah mes parents ils sont plus là. Bah là, mes amis ils me calculent plus quand je reviens en France. Et puis maintenant, mes amis c'est des faux amis parce que c'est juste parce que j'ai de la thune ou plein de followers. Tu vois, je veux juste faire un petit Non, mais petit rappel. ouais, ouais, t'as raison parce que c'est important et c'est vrai. Alors après, c'est dû au fait sûrement. Je pense que les réseaux sociaux ont eu cet effet-là aussi nocif, je pense, hein, sur beaucoup de monde. Le fait de vouloir s'expatrier, le fait, bon, c'est vrai quand même la France, malheureusement, on est quand même dans un pays, ça devient de plus en plus compliqué aussi. Donc, tu vois, Ah, faut moi, le reconnaître. je suis père de trois enfants. Mes trois enfants, je leur dis, ne restez pas en France, parce que derrière, t'es, t'es matraqué fiscalement, t'es plus en Mhm. sécurité. T'as beau aimer ton pays, mais ça devient compliqué. Donc, on est sur partie aussi d'un constat où si on était bien en France, si au niveau impôt, si au niveau justice, si au niveau tout ça, t'étais nickel, mais je pense qu'il n'y aurait pas ces effets-là où je m'expatrie, je pars, je quitte mes amis, etc. Et il y a le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui le font, de plus en plus de jeunes qui le font ces dernières années, surtout en France, parce qu'il y a ce sentiment-là aussi. Et moi, tous les gens que j'ai pu Ouais, rencontrer ça vient pas ces de derniers nulle part, c'est sûr. ça vient pas de nulle part. Ça vient de parce qu'il y a un mal-être profond qui est vécu par ces personnes-là qui à un moment décident de partir, d'aller s'expatrier pour ressentir peut-être un bonheur différent en famille. Certains prennent femme et enfants et décident d'aller à l'autre bout du monde parce qu'ils vont se sentir plus en sécurité, parce qu'ils ont envie que leur enfant grandisse dans un meilleur environnement et une meilleure éducation. Et tu vois, et ça, c'est aussi important. Chacun, je C'est pense, doit vrai, faire c'est vrai.
tout à fait le, juste. le point par rapport. Trop bien. Et du coup, moi, j'aimerais juste, avant de conclure, parler un petit peu, de confiance parce que c'est un petit peu mon sujet de bataille aujourd'hui. Justement, avec l'infoprenariat, il y a beaucoup, beaucoup de méfiance envers. Toi, tu en parles pas mal dans tes vidéos, tu alertes sur pas mal d'arnaques et de comment on manipule les jeunes, Les jeunes, ouais. notamment. Euh, du coup, il y a ce problème de confiance aujourd'hui. Euh, Est-ce qu'il y a des pratiques comme ça que tu dénonces, que tu trouves vraiment qui doivent absolument être changées et qui ruinent justement la confiance de tous ces entrepreneurs parce qu'au final on met tout le monde dans le même sac. Pour beaucoup de gens on dit bah voilà, formateur sur internet c'est arnaque. Toi et moi on sait que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui le font bien. Quelles sont un peu les pratiques que tu condamnerais et qu'il faudrait absolument changer pour toi? Euh, Il il y a deux choses. Je dirais pour moi, là, mais c'est mon truc. Je dirais la promotion du business OnlyFans, par exemple. Pour moi, ça, c'est. Tu peux pas. Même si, ok, on peut rien y faire et c'est un fait. Mais promouvoir le montage, la formation de monter des agents OFM pour après prendre des pourcentages et s'enrichir, même si elles sont consentantes, même si tout ce qu'on veut, enfin, avec les problèmes psychologiques qu'il y a eu, que certaines filles ont eu ou autres, il y a eu des cas d'études et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus, mais promouvoir le business OnlyFans, promouvoir le business en ligne, enfin, ce côté business-là, du OnlyFans, ça, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal avec ça. Tu peux pas, tu vois, moi, voilà, toi, t'es papa d'une petite fille, moi, j'ai deux filles. Comment tu peux promouvoir sur Internet que tu vas t'acheter des montres de luxe, que tu vas vivre à Dubaï, tu vas rouler en Lambo, parce que tu vas encaisser de l'argent sur des personnes qui vont se montrer, qui vont faire montrer leurs pieds ou autre sur Internet. Ça, j'ai beaucoup de mal avec ce business-là, ce côté business-là. T'as beau encaisser des millions, t'as beau avoir un podcast sur YouTube, t'as beau faire plein de trucs, ça, moi, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un business que je condamne. Le business manager OnlyFans, non, c'est un business, mais non, ça, je condamne. Et après, tout forcément lié à tout ce qui est trading, copy trading, toutes ces arnaques-là, qu'on voit trop sur les réseaux. Viens encaisser avec moi, je te montre mon truc. Non, ça, il y a trop d'arnaques. Le trading, c'est un sport de haut niveau. Les gens, il faut qu'ils le comprennent. Les jeunes, il faut qu'ils le comprennent. Je dis pas que tu n'y arriveras pas, mais je dis juste que c'est 1% des gens qui vont cartonner dans le trading et qui vont réussir à en vivre. Donc, Mmh. si tu as la psychologie pour ça, si tu es fait pour ça, ok, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, c'est tout ce marketing autour du trading, copy trading, crypto, tout ça, pour moi, je condamne. Et puis après, il y a une autre forme de truc qui circule sur Internet. C'est aussi toutes les personnes qui ont tendance peut-être à oublier un peu d'où elles viennent, qui le storytelling un peu à deux balles, un peu trop enjolivé, un peu trop marketé, tu vois, un peu trop de marketing, un peu trop de. Je commence à avoir beaucoup de mal avec certains. Alors, je sais pas si je peux donner les noms, mais euh, qui marketent un peu trop, qui enjolivent un peu Ouais, trop, il y a le storytelling. Alors, ça plaît malheureusement, et les jeunes, après, ils s'identifient. T'as vu, il a fait ça, mais en fait, quand tu ouais. creuses, quand tu vois, ça va trop loin. Ça va trop loin. Et Mmh. vendre après, tu vois, après, parce que derrière, après, les gens, ils vont soit acheter une formation. Moi, c'est ceux-là qui me gênent. C'est pas ceux qui forment. Des formations, j'en ai fait. Il y a des très bons formateurs. Et en te formant, tu vas plus loin, plus vite. Mais il y a des gens qui font du marketing autour de ça. Et derrière, Mmh. qui arrivent à. Parce qu'ils sont bons là-dedans. Comme ils ont travaillé leur personal branding sur ça, eh ben, ils vont vendre un tunnel qui va t'amener dans un mastermind, qui va t'amener dans un truc d'investissement. Et derrière, c'est du pot de pu, c'est du pot pourri, ou c'est des boîtes pas rentables, ou c'est des trucs que tu peux voir sur Internet. Promouvoir de la start-up, par exemple. Tu vois, j'ai beaucoup de mal aussi avec les gens qui vont faire de la promotion sur Internet. Mais la start-up, c'est 9 start-up sur 10 en France.
elles sont liquidées, la plupart sont pas rentables. Les gens vont mettre 5 000 euros, 10 000 euros, ils vont rentrer dans des clubs privés, mais derrière, il n'y a pas de rentabilité, il n'y a rien, les gens ne changent pas leur vie. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai beaucoup de mal. Est-ce que t'as pas, toi qui viens du physique, t'as pas l'impression que c'est un aujourd'hui justement il y a un exact opposé entre le business physique et internet où en physique genre bah ta boîte elle dure parce que bah tu rends un vrai service, t'es pas c'est pas parce que en fait tu réussis non pas parce que t'es connu, parce que t'as un personal branding, un marketing de fou, tu fais plein de pubs, tu dures parce que bah juste tu délivres en fait. Exactement. Et sur internet bah tu dures parce que Tu vends non pas parce que tu délivres mais parce que t'as tout mis sur le branding, tout mis sur le marketing, tout mis sur la pub, tout mis sur l'image, les grosses promesses, et que derrière tu délivres bien sûr, faut pas du tout mettre tout le monde dans le même sac. Moi, je serais pas là si j'avais pas suivi plein de formations et lu pas mal de livres. Il y a un 20-80, je pense. Comme souvent, on retrouve un 20-80. Et il y a vraiment 20% de gens qui font des trucs géniaux, pour 80 qui font peut-être n'importe quoi. Je suis d'accord. Ou peut-être c'est le contraire, mais Non, en non, tout non, cas, non, 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 je suis d'accord. C'est en quatre. tout cas, ceux qu'on voit, ils prennent 80%, j'ai l'impression de la visibilité, tu vois. Et est-ce que t'as pas, est-ce que tu penses pas, moi c'est un peu mon constat, tu vois, j'ai vraiment un peu ce sentiment, et j'ai envie justement, toi ton combat, c'est un peu de remettre l'église au milieu du village par rapport aux croyances que les gens ont, etc. Et moi le mien, j'ai envie de dire, putain, mais, et les gars, si on faisait juste un bon produit, un bon service, déjà, et après un peu de marketing, mais vraiment faisons un truc top. Est-ce que tu partages cette analyse? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, non, mais complètement, complètement. Aujourd'hui, sur Internet, c'est pas celui qui va délivrer le meilleur service ou le meilleur produit qui va être, qui va être le meilleur, qui va être le numéro un. C'est celui qui va avoir le plus gros marketing. C'est celui qui va se lancer dans les plus grosses pubs, qui va être le plus viral. Son branding va être tellement puissant que derrière, on va avoir confiance en fait. Parce que voilà, ça peut pas être ah, mais c'est telle personne, donc il a fait ceci, il a fait cela, tu te rends Il y compte ce a qu'il a plein raconté, donc d'abonnés. forcément ce qu'il dit, c'est juste. Et ce qui est fou, c'est que sur Internet, en fait, ta parole, elle commence à compter quand tu as des abonnés. Si tu pas d'abonnés, on t'écoute pas. Si tu as 200 abonnés, on t'écoute pas. Donc, et ça, ça, tu le vois que sur Internet. Alors que dans le business physique, si tu as 200 abonnés sur ton compte Instagram, mais que tu as une grosse expérience et que dans ta boîte, tu encaisses des millions, tu as 200 collaborateurs, tu as fait plein de trucs, que tu bosses dans... On va t'écouter, bien sûr. Mettons, t'as une rue avec deux pizzerias, les gens du coin, ils testent les deux pizzerias, la meilleure pizza ou meilleure pizza plus meilleur service aussi. Bah, évidemment, si tu fais des bons pizzas, mais le mec c'est un gros con, il te respecte pas. Voilà. Ah, et du coup, c'est un marché qui est juste, enfin, qui est bénéfique pour l'ensemble des consommateurs, puisque bah, le meilleur produit, service, produit plus service gagne. Alors que là, sur Internet, bah, celui qui gagne, c'est le meilleur marketing et c'est pas le meilleur produit. Et je me demande, bah, comment, parce que c'est ça, c'est difficile, tu vois, de batailler enfin, est-ce que c'est vraiment possible de gagner à un jeu Est-ce que la bataille, où elle n'est les pas règles perdue sont d'avance? celles-là? Mm. Et puis, bah, les règles du jeu, bah, pour gagner à ce jeu-là, c'est comme ça. C'est comme si tu veux jouer, tu veux gagner à Call of Duty, bah, il faut tuer plus de fois que tu te fais tuer. Et puis, c'est comme ça. Puis, est-ce que tu peux vraiment venir en disant non, mais il faut arrêter de s'entretuer? Enfin, tu vois, faisons plutôt la paix. Enfin, est-ce que c'est vraiment un combat qui vaut la peine d'être mené, ou est-ce que bah, c'est comme ça? Tu vois, c'est perdu. Et où est-ce qu'on va pouvoir ramener quelques personnes, Je- même si on gagne pas le combat, on peut gagner une petite guerre et avoir 10, 40, 200, 1000 personnes qui croient comme nous et puis qui vont nous suivre, tu vois. ouais, non, je pense que le combat, il n'est pas perdu, parce que sinon je serais pas sur Internet. Je pense qu'on peut quand même faire quelque chose, on peut quand même élever l'essence. Après, on est très, très, très en retard. Ça, oui, ça on est très, très, très en retard. Mais, mais derrière, oui, Internet,
à véhiculer cette image-là où ta parole, elle compte par ton nombre d'abonnés. Oui, puis la viralité aussi de ce que tu fais, Ah oui, la viralité de ce que tu fais. Mais la personal branding, ça repose avec sur les rien, en fait. La valorisation de ta boîte, elle repose sur rien. On l'a dit dans plein de podcasts que j'ai fait, le branding, ça repose sur toi. Mais si tu n'as rien construit à côté, si tu rien, si t'as pas un écosystème à côté, si tu n'as pas investi dans deux, trois boîtes, enfin bref, ça repose sur que dalle. Par contre, c'est là où c'est dangereux, c'est que derrière, c'est tellement puissant, le marketing, le storytelling, c'est tellement puissant que derrière, tu peux avoir un nombre incalculable d'arnaques, en fait. De gens qui se sont fait arnaquer mmh, parce qu'il y a un tel qui a 1 million d'abonnés, 200 000 abonnés, 300 000 abonnés, qui a lancé un truc et qui a dit, bah voilà, exactement. j'ouvre un truc, des rendements à temps, rentrez dans mon cercle, vous investissez avec moi. Et derrière, bah, il est là le risque, en fait, pour ces gens. Et il y a eu des cas voilà, comme ça avec des Omega Pro et autres à l'époque. C'est des promesses pas tenables. Donc moi, j'ai peur aujourd'hui, ça circule encore. Euh, voilà, je vois des entrepreneurs qui sont connus, mais dans lesquels, quand tu es dans le B2B, quand tu côtoies des gens qui les connaissent, quand tu poses des questions, c'est marketé tout ça. Tout ça, c'est marketé, tout ça, c'est du storytelling, tout ça, c'est du bullshit en fait. Mais c'est ce qui fonctionne. Malheureusement, c'est ce qui fonctionne. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que tu fais un peu enfin, les choses sont faites à l'envers. Ça dépend après comment la personne agit, mais elle va construire sa communauté, va construire la confiance, la relation avec, les gens et une fois que ça y est, enfin, les gens t'aiment et te suivent jusqu'au bout du monde, là, tu balances, tu vends n'importe quoi et c'est gagné, quoi et du coup, là où dans le physique, bah tu fais pas comme ça, tu construis un bon produit tout de suite, un bon service et si ça marche, tu survis, si c'est pas bon, tu meurs tout de suite. Mais exactement. Ap Après, c'est pas forcément une mauvaise idée de dire: «Bah, je crée d'abord mon audience et ensuite je vends quelque chose». La question c'est, bah, c'est l'éthique quoi, c'est qu'est-ce que Exactement. tu veux faire? Est-ce que tu veux durer? Est-ce que tu veux juste faire un coup? Parce que au final, ça finit toujours par savoir. Enfin, on est justement sur internet. Les gens sont quand même connectés. Ils peuvent, toi, tu es quelqu'un justement qui dénonce. Il y a des gens qui dénoncent, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il faut garder, c'est important, cette éthique. Je parlais du business OnlyFans et des agents OFM. Il y a plein de façons de faire de l'argent dans la vie, mais il faut avoir une éthique et une morale quand même. C'est quand même important d'avoir de l'éthique, d'avoir de la morale. Et tu peux pas, tu vois, demain, c'est sûr, demain tu dis, mais c'est leur stratégie, c'est développe une communauté. Une fois que tu as une certaine communauté, tu vends un produit, et comme ils ont confiance et que tu as une belle communauté, eh bien ils achèteront ton produit. Mais est-ce que après, enfin je sais pas, est-ce que finalement je ferai le test moi, demain j'atteins 1 million d'abonnés sur les réseaux, je lance un produit, il y a tout le monde qui achète, et puis finalement tu sais, tu es dans ce système-là, et puis c'est comme ça, et puis ton produit finalement il est pas bon. Mais comme tu as une grosse communauté, tout le monde a acheté parce qu'ils ont eu confiance et parce que tu dénonçais justement ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est Après, c'est savoir où est-ce que tu mets toi le curseur. Où est-ce que tu t'arrêtes? Où est-ce que tu vois? Mais je pense qu'aujourd'hui, là, on parle vraiment du mauvais cas de figure, beaucoup des influenceurs, mais je pense qu'il y a vraiment un problème d'hiérarchie de ce qui est le plus important, tu vois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout en haut de la liste, la seule chose qui compte, c'est l'argent, tu vois. Et il n'y a pas au-dessus, non. La seule chose qui compte, mettons que tu mettais au-dessus de tout, le plus important, c'est d'aider mes clients, tu vois. D'un coup, quand tu mets ça tout en haut, bah, toutes tes décisions doivent découler. Et c'est ça le critère numéro un. Genre, ok, j'ai une décision à prendre, je vais vendre une formation trading. Euh, Qu'est-ce qui est le mieux pour mes clients? Faire cette grosse promesse ou faire cette promesse plus réaliste? Est-ce que c'est est-ce que c'est mieux pour mes clients? Est-ce que c'est mieux pour le bien des gens? Bah, de leur rappeler tous les risques ou alors de faire semblant qu'il n'y en a pas du tout et de leur mettre en avant que les avantages. Ouais, ouais. Et après, tu sais, je pense que on parlait un peu de génération tout à l'heure. Je pense que c'est aussi générationnel. Moi, j'ai 42 ans. Et donc, je pense que
as un certain vécu aussi qui fait que Oui, tu arrives tu le à vois avoir cette direct, toi. éthique-là et cette morale-là. Mais je pense que quand tu as 25 ans, 24 ans, que tu brasses des milliers d'euros, 200, 300 000 euros par mois, je pense que les mecs, ils ont pas d'éthique en fait. Certains, à 25 ans, ils ont pas d'éthique. Leur truc, c'est d'amasser de l'argent, vivre leur best life à Dubaï ou à Los Angeles ou ailleurs, tu vois. Et c'est ça, tu vois. Il n'y a pas d'éthique. C'est le business, c'est comme ça. Je pense que l'âge aussi fait que quand tu as 40 ans, 35, 40 ans, tu es plus sage aussi. Donc forcément, ça pourrait être tes enfants, certains. Donc tu dis, tu peux pas faire ça, tu vois. Donc, et c'est ça qui, ouais, c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Et après, tu vois, ou alors, c'est le jeune de 22, 23 ans moi, c'est le pire, ça. C'est ceux qui ont 22, 23 ans et qui veulent te conseiller dans le business, tu vois. Mais ils ont pas vécu. T'as vécu quoi, toi, comme galère dans ta vie? T'as vécu quoi? T'as embauché des gens? Non, les gens, ils ont embauché personne. Ils travaillent avec des freelances. Oui, ils ont fait de l'argent. Oui, ça oui, ils ont encaissé de l'argent. Mais c'est quoi ton vécu entrepreneurial? Est-ce que tu as déjà eu des salariés? Est-ce que tu as déjà eu quelqu'un qui est venu te voir, qui avait un vrai problème que tu as résolu? Non, tu as fait de l'argent. Ok, bon, bah. Et donc après, tu vois, tu as ce côté-là business où des petits jeunes de 23, 24 ans qui veulent t'expliquer comment ça fonctionne l'argent. Mais quand tu leur demandes ce qu'ils ont construit, ils ont rien en fait. Tout Ouais, repose tout sur à du fait. bullshit. Ouais. C'est générationnel, je Ouais. pense. Oui, oui, tout à fait, super intéressant. Euh, bon, du coup, je voulais te demander là pour conclure, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que t'as comme projet? Je crois que t'as un projet d'investir, je crois, dans l'immobilier aussi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce que tu as comme projet là en ce moment et qui va arriver prochainement là? J'ai pas mal de projets euh, entre ben, toujours racheter des boîtes, hein, ça fait partie de notre projet. Donc ça, dans les 6 mois, 18 mois, il faut absolument qu'on rachète une structure. Donc rachat d'entreprise, ça fait partie de notre développement. Continuer construire un vrai patrimoine immobilier à l'étranger, notamment Dubaï. Donc ça fait partie de mes objectifs. Euh, Pourquoi Dubaï? Un, parce que c'est un kiff pour moi. Deux, parce que on ne sait pas expliquer ce qui se passe et le marché immobilier est tellement important et la rentabilité est tellement importante qu'il y a un train à prendre et les objectifs de doubler la population d'ici 2040, il y a vraiment quelque chose, il y a une hype qui est là. Et donc, moi, je réfléchis comme un investisseur. C'est quoi mon retour sur investissement? Au-delà du fait que c'est un kiff, ok, mais c'est quoi mon retour sur investissement? Et donc, il est plus important à Dubaï que dans le reste du monde. Donc, ça, c'est clair. Ça permet aussi d'investir dans une devise étrangère, ça permet d'investir au Moyen-Orient, d'investir hors de l'Europe. Je pense que l'Europe, ça va être très compliqué les 10 prochaines années en Europe. Donc, c'est aussi une vraie stratégie euh, d'investissement par rapport à l'immobilier. Sur la partie YouTube, bah, c'est continuer d'élever, continuer voilà, de mes podcasts cash avec des invités monter en gamme à chaque fois dans les invités qui vont arriver prochainement et de continuer voilà, à pouvoir continuer à être dans des réseaux d'entrepreneurs, que ce soit avec Important, avec Taylor Chiche ou autre. Et voilà, j'ai des Miami qui est prévu aussi en fin d'année. Trop bien. Voilà, donc ça va être pas mal. Donc voilà, continuer tout ça, ce développement-là, continuer aussi à m'élever aussi moi, être une meilleure version de moi-même, spirituellement, dev perso, continuer à lire des livres, continuer à m'instruire, continuer continuer tout ça et essayer d'atteindre mes objectifs, d'être heureux, d'être voilà, un modèle, un leader pour mes proches. Voilà, c'est ça qui va être important aussi. C'est trop bien. Et j'ai juste une question. Il y a une question qui m'amène toujours une autre, mais pourquoi est-ce que tu décides d'investir dans l'immobilier puisque jusque-là, bah, tu investissais en bourse. euh, pourquoi ce changement? T'as l'impression que ça va être... Ouais, pourquoi ce changement d'ailleurs? Alors, j'ai pris ce changement pour une raison simple, euh, c'est que l'immobilier, tu vas plus vite. Tu vas beaucoup plus vite. Quand je dis tu vas plus vite,
c'est que la bourse, c'est très long. C'est très Mmh. long. Je connais personne qui est devenu rentier en 5 ans en bourse. Personne n'est devenu rentier en 5 ans en bourse, sauf si tu as des très gros capitaux. Mais si tu as 500 euros, 200 euros à investir, tu ne deviens pas rentier en bourse en 5 ans. Tu vas le devenir en 15 ou 20 ans. L'immobilier, tu vas accélérer le processus. Tu vas aller beaucoup plus vite. En 5 ans, en 7 ans, hein, tu peux être libre financièrement. Ça, la bourse ne le permet pas. Donc, c'est pour ça que j'ai mis de côté un petit peu la bourse, même si je reste investisseur et je continue à investir. Mais l'immobilier, c'est un vrai tremplin, c'est un accélérateur. Voilà. Ça permet aussi de. J'ai des enfants, de construire ce patrimoine-là aussi pour eux, pour plus tard. Comme je te l'ai dit, ça sera plus simple. Mais vraiment, en fait, c'est un accélérateur de richesse, l'immobilier. C'est un accélérateur de richesse. Et je connais personne dans l'immobilier. Enfin, toutes les personnes, en tout cas, qui ont investi dans l'immobilier, elles ont eu des résultats hyper intéressants, hein. Et donc, et Est-ce ça que permet. tu vas le faire avec un des membres là du club ou tu le fais toi-même? Comment t'as trouvé cette opportunité là? Excuse-moi. Non, non. Là, j'y vais en mode solo. Donc, j'y vais en mode investisseur solo. J'y vais pas avec un des membres d'importants. En tout cas, pour l'instant, même si il y aura pourquoi pas peut-être des projets qui viendront. Mais là, Ouais, ouais, il y en a qui sont dans le domaine, hein. j'y vais en mode solo. Ok. Et donc, voilà, donc je connais personne dans mon entourage qui investit dans l'immobilier à l'étranger, encore moins à Dubaï. Donc voilà, mais je suis bien entouré, je suis bien accompagné. J'ai l'agent immobilier qui va bien, j'ai le projet qui va bien. Et donc, il n'y a pas de raison que le projet se passe. Ok. Bon, bah, génial. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de découvrir un peu ton histoire, un Mon peu plus histoire, en mon détail, ton univers. univers? Ouais, bah écoute, sur ma chaîne, sur YouTube, alors je sais pas si tu le mettras dans les liens de Oui, la je vidéo, mettrai de mais toute façon le lien. ma chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok également, où je suis assez présent. Enfin, TikTok un peu Bah, moins, mais parfait. YouTube, c'est vraiment YouTube, Instagram, c'est là où tu vas me retrouver, ouais. Ouais. Bon, bah, nickel. Je mettrai tous les liens du coup. Et puis, bah, merci encore une fois, Mika. C'était très sympa. Je serais bien resté plus longtemps, mais bon. Ouais, ça fait Euh, presque on- 2 heures là qu'on est ensemble. Ouais, c'est Un pour plaisir, ça. plaisir partagé. Voilà. Merci en tout cas à toi. Merci pour l'invitation. Merci pour ce que tu fais. Voilà, en tout cas, moi, je t'envoie plein de bonnes choses, plein de bonne énergie et plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations et plein de réussite pour toi. Bah, merci beaucoup. C'est très gentil. Allez, également pour toi. Salut, Merci, salut, à Mika. plus. Ciao, ciao.